Bonsoir et bienvenue. C'est un grand plaisir de vous voir tous réunis ce soir. C'était pas arrivé depuis 2019. Donc ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir tous rassemblés là et de pouvoir discuter avec des intervenants de grande qualité qui ont bien voulu se joindre à notre conférence aujourd'hui. Donc sur le thème « Une femme, une sage-femme ». En tant que coprésidente du Calme avec Amélie qui est ici mais bien occupée avec son tout petit bébé. On est vraiment très heureuse de cette soirée et que vous puissiez être là et en profiter. Je vais passer le micro à Florence, donc, qui est coprésidente du collectif des maisons de naissance et qui va vous donner quelques mots sur la situation des maisons de naissance actuellement. Merci Manuel. L'idée de la soirée, c'est surtout pas de vous faire un topo complet et vous assommer avec toutes les actualités politiques des maisons de naissance, mais on peut pas s'empêcher évidemment, face à un événement aussi joyeux et collectif que l'ASMAR qui reprend vie, que de vous donner quand même un tout petit élément d'actualité sur les maisons de naissance parce qu'il est pas très bon. Voilà, le Calme vit et sa mission militante vit aussi. La meilleure preuve, c'est la soirée qu'on organise ce soir. Mais il faut savoir que les maisons de naissance connaissent encore de nombreuses difficultés juridiques, économiques pour voir le jour en France. Même les maisons existantes peuvent encore rencontrer des difficultés dans la manière dont les ARS vont suivre leurs projets ou dans la manière dont les pratiques médicales peuvent être encadrées, partagées entre maisons de naissance. Et donc, en fait, c'est très important qu'autour de vous, vous fassiez vivre aussi ces structures et que vous portiez la parole de leur intérêt pour la société. La meilleure preuve du fait qu'il y a encore un long combat à mener, c'est que quand on a voté la pérennisation des maisons de naissance, moi j'étais pas là, mais l'objectif qui était rendu public, c'était d'en créer 12 d'ici fin 2022. Et en fait, il s'est rien passé. Il y en a eu aucune qui a été créée depuis 2020. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un moment où il faut se remobiliser pour défendre les maisons de naissance et plus généralement la politique de périnatalité qui manque encore beaucoup d'attention politique en France pour les droits des femmes. Enfin voilà, je vais pas vous convaincre. Vous êtes déjà tous convaincus normalement si vous êtes ici. Et puis pour terminer sur une note plus positive, évidemment, juste pour vous dire que, parce qu'après tous les débats, vous l'oublierez peut-être tellement on va être endiablés ce soir. Il y a évidemment un cocktail après au Calme et surtout des dédicaces avec Lucille Gomez qui nous fait cette gentillesse de dédicacer ses livres. Voilà, très bonne soirée à tous. Bon, ben voilà, merci à tous d'être là. Merci à l'équipe des Smarties, les bénévoles du Calme, certaines sages-femmes du Calme d'avoir organisé cette grande semaine d'événements. Merci pour les ateliers, pour les jeunes parents. Donc ce soir, une soirée débat, ou plutôt une table ronde, en tout cas, pour échanger ensemble avec point de vue d'usagers, point de vue de professionnels, point de vue aussi avec vos questions qui viendront enrichir les discussions à la fin de cette soirée. Merci aussi pour le programme du week-end parce que c'est pas fini. Samedi, nous avons un jeu de piste au sein du Calme. Et dimanche, il y a la diffusion du film de Nina Nart, Faut pas pousser, avec la réalisatrice et un goûter. Donc voilà, les festivités continuent. Voilà, donc après cette soirée, on se retrouve au Calme pour ceux qui souhaitent pour un buffet. Et puis là, on va commencer les discussions. Le thème, donc cette année, le thème de l'ASMAR, donc l'ASMAR, c'est quand même la semaine mondiale de l'accouchement respecté. Donc il y a un thème mondial chaque année. Et cette année, c'est soutenir la naissance, soutenir les familles. Alors, nous, au Calme, on a un petit peu décliné le thème général par une femme, une sage-femme. Quel avenir en France ? Une femme. Une femme. Une femme, une sage-femme. Une sage-femme. Une sage-femme. Une femme. Une sage-femme, c'est ça. Une femme, une sage-femme, c'est indispensable. Une évidence. C'est ce qu'il faudrait en France. C'est la confiance. Parce que j'ai confiance en elle, elle a confiance en moi, alors j'ai confiance en moi. Être écouté du début à la fin. C'est un droit pour tous, c'est une nécessité. C'est du temps pour la dimension émotionnelle de la grossesse. Une des plus belles choses qui me soit arrivée, d'être accompagnée par une sage-femme pour arriver à ça. Une femme, une sage-femme, c'est pas encore gagné en France. C'est malheureusement aujourd'hui encore un privilège. C'est la chance d'avoir pu être accompagnée pendant tout mon accouchement par une sage-femme présente à mes côtés. Une femme, une sage-femme, c'est mon travail. C'est la garantie d'un suivi personnalisé qui facilite tout dans l'accouchement en fait.
C'est créer un beau lien de confiance pour accompagner le couple pendant de moments complètement magiques. Une femme, une sage-femme, c'est ce que je souhaite pour toutes et tous. Pour faire naître leur enfant, tout en douceur, partout ou presque. Une femme, une sage-femme, c'est le thème de la SMAR. Bon, ben voilà. Alors, pourquoi on a voulu s'emparer de ce thème cette année au calme c'est pour remettre aussi l'accompagnement global à la naissance au cœur de nos discussions, voir un peu l'actualité quand même politique des maisons de naissance, parce que nous sommes une maison de naissance, mais aussi élargir aux autres soignants qui pratiquent l'accompagnement global, que ce soit sur plateau technique, que ce soit sur les accouchements à domicile, est-ce que même à l'hôpital, est-ce qu'on peut envisager l'accompagnement global à la naissance. Et donc voilà, on a commencé à se questionner. Alors on s'est dit, mais cette expression « une femme, une sage-femme », ça sonne comme un slogan, ça nous fait penser aux manifestations qu'on a pu voir des sages-femmes les dernières années. D'où ça vient exactement ? En fait, c'est un peu opaque. Donc peut-être qu'il y aura des éléments de réponse aussi autour de cette table à un moment donné. En tout cas, en Grande-Bretagne, en 94, on a commencé à parler du one-to-one care, donc les soins un pour un. Et ça, c'était venu d'une volonté vraiment du gouvernement anglais d'augmenter la satisfaction des femmes en fait quant à leur vécu de la grossesse, de l'accouchement et des soins qu'elles avaient reçus. Et donc il y avait eu toute une politique qui s'appelait Changing Childbirth, et pour que les soins soient centrés autour des besoins des femmes et pas liés aux contraintes des soignants, aux contraintes hospitalières. Et donc ils avaient fait une évaluation avec une étude en 93 qui s'appelait One to One Midwifery Care. Midwifery, c'est la sage-femme, l'art de la sage-femme. Donc c'était pour évaluer un peu cet accompagnement global. Donc il y avait 2 groupes pilotes qui avaient été mis en place et qu'on avait comparé à un groupe témoin. Dans tous les groupes, on peut comparer à peu près les issues pour les mères et les bébés. Donc les mères allaient tout aussi bien dans tous les groupes et les bébés également. Et les conclusions en fait avaient été que les femmes avaient beaucoup mieux compris les tenants et les aboutissants médicaux liés à leur suivi. Elles avaient mieux compris les informations médicales. Elles avaient pu faire des choix en toute connaissance de cause et des choix éclairés. Et la deuxième chose qui était ressortie vraiment de cette étude, c'était que les sages-femmes incluaient davantage leurs partenaires, tant pour le suivi que pendant l'accouchement et après. Et donc ça nous ramène un peu au thème national de cette année, soutenir la naissance, soutenir les familles. Donc c'est aussi les conjoints, c'est la famille au sens large. Et donc pour parler de ce sujet, nous avons des invités de choix autour de cette table. Donc, je vais pas faire dans l'ordre. Voilà, je vais présenter d'abord France. Donc, on a France Hartzner, qui est coprésidente du CIAN. Donc, le CIAN, pour ceux qui connaissent pas, c'est le collectif interassociatif autour de la naissance. Et c'est le seul collectif qui représente les usagers au niveau national en périnatalité, donc pour les soins qui concernent les mères et les bébés en France. Voilà, donc toi, t'es pas un professionnel médical. Donc toi, tu es une usagée et tu as décidé de t'engager pour faire entendre la voix des femmes sur les soins périnataux, la voix des parents. Donc, Océane, vous intervenez auprès des instances médicales, mais aussi dans la recherche, auprès des instances politiques. Peut-être que j'oublie des choses et que tu pourras rajouter. Je vais te faire passer un micro, d'ailleurs, tout de suite. Et si je ne me trompe pas, tu as intégré le CIAN en 2016, après avoir été coprésidente du CALM, et tu as eu 3 enfants, dont 2 au CALM dans ton parcours. Voilà, donc est-ce que tu veux compléter un petit peu ma présentation ? Je vais juste préciser le CIAN, donc collectif interassociatif autour de la naissance. N'hésitez pas à aller voir notre site internet pour voir toutes les actions qu'on fait. Et donc, on représente les usagers, puisqu'en France, on essaye de faire de la démocratie sanitaire et donc il y a des associations qui sont agréées pour représenter les usagers, donc dans des instances, que ce soit la Haute Autorité de Santé, le ministère,
mais aussi auprès des sociétés savantes, des étudiants, et surtout, on est là pour vous représenter, donc on fait des enquêtes pour savoir ce que veulent les femmes, les couples pour leur grossesse, leur accouchement. Et on recueille des témoignages et on accompagne les recours, c'est-à-dire qu'on écoute les personnes qui ont eu un mauvais vécu de leur accouchement et ensuite on les accompagne dans les démarches qu'elles peuvent vouloir faire. Et est-ce que tu as envie juste de nous donner un petit exemple de ce qu'a pu faire le CIAN récemment Oui, on en parlera après, mais effectivement, on a fait une enquête en 2022 qui a été financée par Santé publique France. On a recueilli 8500 témoignages sur 4 mois. L'idée, c'était de cibler quels étaient les facteurs d'insécurité maternelle. Donc, après, je vous présenterai un peu les résultats de cette enquête. Merci. Du coup, France, tu vas pouvoir faire passer le micro à Jessica Daransage, donc gynécologue obstétricienne. Donc, tu es chef de service à la maternité des Bluets. Donc, pour te présenter rapidement, toi, tu étais spécialisée dans le suivi des grossesses pathologiques et tu as travaillé pendant 7 ans dans une maternité de type 3 à Saint-Denis, dans le 93. Et tu as effectué ton internat entre Paris et l'île de la Réunion. Et donc, c'est en septembre 2020 que tu as repris la direction médicale de la Mater, qui est donc la maternité des Bluets, une maternité type 1, qui accueille entre 3000 et 3200 naissances par an. Avec 8 salles de naissance. Donc c'est quand même aussi, elle est connue parce que c'est un établissement qui est engagé historiquement dans la démarche respectueuse de la physiologie auprès des femmes. Et c'est aussi la seule maternité en Île-de-France qui est partenaire avec une maison de naissance. Donc c'est à ce titre aussi que nous t'accueillons ce soir. On s'est beaucoup vu, l'équipe de la maison de naissance et l'équipe médicale ces derniers mois, cette dernière année. Pour travailler notre convention de partenariat, puisque effectivement une maison de naissance ne peut pas exister sans un établissement, sans une maternité, pour accueillir notamment les transferts quand les situations sortent de la physiologie, sortent du bas risque. Et donc c'est ensemble qu'on travaille un peu sur comment ça se passe le transfert et sous quels critères. Voilà, ça donne lieu à des discussions intéressantes, riches et parfois un petit peu animées. On pourra peut-être en discuter aussi, que tu nous donnes ton ressenti en tant que maternité partenaire qui accueille des patientes qui ont été suivies en maison de naissance. Avec plaisir et merci de m'avoir invité. Je crois que tu t'es aussi impliquée dans un groupe de travail avec l'accouchement à domicile. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots Oui, on a Jackie qui est présent ici et qui effectivement mène un groupe de travail avec l'équipe de la naissance dont Sidonie fait partie pour accompagner les accouchements à domicile et faire un lien avec l'hôpital. Et effectivement, je me suis un peu greffée sur ce groupe de travail pour y participer, pour m'imprégner en fait de cette culture de la physiologie que j'ai vraiment rencontrée en arrivant ici au Bluet. Et j'avais besoin d'avoir le maximum d'échanges et d'informations sur cette façon de travailler, cette façon de voir les choses, et ça m'a beaucoup appris. Donc c'est vrai que j'étais très studieuse et j'y participe tous les mois. Et ces échanges sont riches et effectivement ils sont riches d'informations pour pouvoir ensuite les déployer au mieux pour affiner notre partenariat comme on fait depuis 2 ans. Passer le micro du coup à Adrien. Donc Adrien Gantois, t'es sage-femme libérale, t'es membre du Collège national des sages-femmes, donc t'étais le président il n'y a pas si longtemps, t'as passé le relais cette année je crois, ou l'année dernière, il y a un mois, ouais, c'est ça, c'est tout nouveau. Donc là, aujourd'hui t'es autour de la table parce que tu portes un projet, un très beau projet qui fera que nous ne serons enfin plus la seule maison de naissance d'Île-de-France, peut-être, j'espère, à Montreuil, dans le 93. Donc, on proposera d'en parler un petit peu plus tout à l'heure de l'évolution du projet. Où est-ce que vous en êtes sur cette maison de naissance C'est pareil, si tu veux ajouter un petit truc maintenant. Disons que oui, par rapport ce passage militant, associatif au sein du Collège des sages-femmes, ça m'a permis aussi de voir à quel point en France, on est en retard sur l'évaluation scientifique et l'apport scientifique de la physiologie en matière de périnatalité.
C'est-à-dire que dans beaucoup de pays en Europe, il y a des sages-femmes qui font de la recherche, qui ont accès à la recherche et qui permettent justement d'établir des évaluations, des innovations et qui permettent aussi d'améliorer l'offre aussi. Et ce qui permet d'asseoir des dispositifs de soins comme les maisons de naissance. Si on prend par exemple l'exemple de la Grande-Bretagne qu'on a cité précédemment, en fait en Grande-Bretagne, les sages-femmes font de la recherche depuis très longtemps ces recherches ont permis justement l'application de maisons de naissance et aussi d'inscrire l'accouchement à domicile dans leur politique en matière de périnatalité. Et c'est en ça où je pense que c'est important qu'on continue à s'engager d'un point de vue scientifique, même si récemment encore on voit bien que des enjeux politiques parfois dépassent les enjeux scientifiques. Merci. Et bien justement, Lucille Gomez, merci d'être autour de la table. Moi, je suis très contente qu'il y ait quelqu'un qui soit, entre guillemets, pas de milieu ce soir, parce que ça apporte un tout autre regard, un autre éclairage. Donc c'est très riche. Merci beaucoup d'être venu. Moi, je crois que j'ai rencontré ton œuvre, ta BD, par mes patientes. Et je pense que d'ailleurs c'est une patiente qui me l'a prêtée pour que je la lise peu après sa sortie du tome 1. Donc c'est toujours les femmes qui nous amènent de la connaissance, qui nous font réfléchir et qui nous mettent un peu à la page, parce que merci à toutes les femmes qui sont présentes ici. Voilà, donc toi t'as écrit les super pouvoirs de la naissance. Il y a le 3e tome qui vient tout juste de sortir. Il y aura donc une dédicace possible au Calme après. Et puis, avec ta BD, c'est vrai que le grand public, il a rencontré l'accouchement physiologique. Et je pense que c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment de cette forme-là, en tout cas. Et ça a permis aussi aux gens, je pense, de questionner les représentations qu'ils avaient de l'accouchement. Représentations qui sont quand même très hospitalières et qui sont centrées sur la peur, qui sont centrées sur le risque, et où on se pose quand même globalement très peu de questions. Donc, merci d'ouvrir le débat. Et de permettre aussi qu'on envisage la naissance comme un moment fort dans la vie d'une famille et pas une intervention médicale, simplement. Voilà. Donc moi, quand j'ai regardé un petit peu comment t'en étais arrivé là, j'ai cru comprendre que il y avait une sage-femme qui t'avait accompagnée pour ta grossesse et qui t'avait un peu initiée. Je ne sais pas si tu veux nous dire quelques mots là-dessus, sur la rencontre avec l'accouchement physiologique. Oui, bonsoir, merci beaucoup de m'accueillir. C'est un peu intimidant. J'ai découvert la grossesse en étant moi-même enceinte. J'avais une idée très, je pense, banale et répandue de l'accouchement. C'est-à-dire celle qu'on voit dans les films. Je connaissais personne dans la région dans laquelle je venais d'arriver, et un couple d'amis à mon compagnon est venu avec un nouveau-né et nous ont raconté une histoire qui m'a paru complètement ahurissante d'accouchement dans la pénombre, seule avec leur sage-femme. Alors que moi j'imaginais j'ai perdu les os et après je sais pas pourquoi respirer comme un petit chien comme ça. J'imaginais un truc où c'était la panique et tout le monde criait, etc. Et je me suis dit ils affabulent complètement. Et il a fallu que je rencontre leur sage-femme, en fait, que j'ai harcelée, je me rends compte maintenant, parce que elle avait déjà très peu de congés, je l'ai appelée plein de fois pour la rencontrer, et j'avais vraiment à la fois une attraction quand même pour cette curiosité énorme pour ce qu'il m'avait raconté, et en même temps un a priori très fort, c'est-à-dire que j'imaginais vraiment que j'allais tomber sur quelqu'un de complètement pas sérieux, quoi. Qui allait m'accueillir pieds nus, avec hirsute un peu. C'est ce qu'on fait au Calme, on accueille les gens pieds nus au Calme. Et en fait, c'est la rencontre avec cette sage-femme qui m'a fait penser les choses différemment, et j'ai vécu un accompagnement global avec elle et une naissance merveilleuse. Et c'est ensuite que je me suis rendu compte à quel point j'avais été privilégiée, que c'était rare. Parce qu'en tout cas, dans mon entourage, voilà, mes amis n'avaient pas du tout le même vécu. Et que je me suis dit, mais c'est pas possible. Les infos que ma sage-femme a transmises, il faut les transmettre. Il faut que tout le monde sache. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait des bandes dessinées, parce que c'était la seule chose que je savais faire. C'était des bandes dessinées. C'est très bien fait.
Et ben voilà, on va présenter Sidonie, qu'on n'a peut-être même pas besoin de présenter parce que je pense que beaucoup de gens la connaissent ici. Donc, Sidonie Le Poulpe-Petit, donc sage-femme libérale à Bagnolet, au cabinet des Lucines. Donc toi, tu pratiques l'accouchement à domicile depuis à peu près 15 ans, des accouchements en plateau technique. Tu accueilles des étudiantes aussi, et tu fais un peu de formation, il me semble, à l'école de Baudeloc sur la physiologie. Un petit peu, à tes heures perdues. Voilà. Tu participes au groupe de travail sur l'accouchement accompagné à domicile à la Pitié avec Dr Nizar et puis Dr Daran. Et puis que dire d'autre? Si tu veux nous parler de La Naissance, qui est une association qui est toute nouvelle aussi, qui a 1 an à peu près. Oui, alors La Naissance, c'est qu'on appelle nous LNS, qui n'est pas très joli, mais c'est comme ça qu'on la nomme. Ne la cherchez pas sur Internet, on n'a pas de site. Parce que c'est une petite association qui regroupe les sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile en région parisienne, un petit peu plus élargie parce qu'on a une sage-femme de l'Oise, par exemple, qui est avec nous. De toute manière, c'est vite fait le tour parce qu'on est quand même très peu nombreuses. Et on est grosso modo une quinzaine de sages-femmes référentes et aussi on est accompagné de sages-femmes d'appui, un peu comme au Calme, parce que ça a été en partie l'objet de la création de cette association. C'est de se rendre à 2 aux naissances à domicile. Voilà. Et on a commencé les travaux en 2020, et puis là-dessus, notre ami le Covid est arrivé. Voilà, donc c'était 2021. Une femme, une sage-femme, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, on va partir très 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 simple. J'ai pas mal réfléchi cet après-midi, toujours à la bourre. Et en fait, l'expression une femme, une sage-femme, tu l'as rappelé, Marjo, est née. Moi, en fait, je suis diplômée de 94 et j'en ai entendu parler pour la première fois en 94. Et c'était l'objet de mon mémoire. Donc, j'étais vraiment dans l'actualité et j'étais assez excitée par cette histoire anglaise. Et en fait, le one-to-one, c'est pas complètement la même chose que l'accompagnement global. Si on veut farfouiller un peu, les Anglais parlent de one-to-one in labor, donc pendant le travail. L'idée, c'était d'avoir une sage-femme pour soi tout seul au moment du travail et de l'enfantement. C'était ça. Donc, si on part de cette idée, l'accompagnement global, c'est un accompagnement au long de la grossesse, au moment du travail, et puis dans les suites immédiates ou plus tardives. Et maintenant, en plus, comme les sages-femmes pratiquent la gynécologie de prévention, ça peut même se poursuivre au-delà. Donc ça, c'est l'accompagnement global, on va dire, enfin, en tout cas pour moi. Donc le one-to-one, c'est encore autre chose. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? J'ai noté 3 trucs. Alors, moi, j'avais envie de parler de ce que pouvait permettre le one-to-one pour une sage-femme. Je vais laisser la parole à France et à Lucille éventuellement pour parler du vécu du côté des femmes. Moi, je voulais vous dire 3 mots sur l'accompagnement. Quel avantage, finalement, one-to-one pour la sage-femme? Est-ce que ça en a ou pas? Alors, je dirais que ça permet une disponibilité constante pour cette femme-là, ce couple-là, parce qu'évidemment, c'est aussi, on parle du couple, sans avoir d'autres tâches à faire, hein, contrairement aux collègues hospitalières
qui, recevant un couple, vont peut-être répondre à une urgence ou s'occuper d'une autre femme, voire encore d'une troisième femme, ça peut arriver. S'occuper des papiers. S'occuper des papiers, absolument. Bon, du coup, ça fait, c'est très, on est très dispersé en fait dans son travail hospitalier, et donc le one-to-one permet ça, donc d'avoir une disponibilité constante. Ça ne veut pas dire d'ailleurs une présence dans la salle, mais une disponibilité pareil, quand même. Ça permet une observation fine de la situation dans la continuité. Et tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas se rendre compte de l'avantage que ça représente d'être témoin, en fait, de toute l'évolution de cette mise au monde par le menu, c'est-à-dire y compris le souffle de cette femme, les soupirs, les silences, tout ça, on finit par apprendre avec l'expérience à quel point ça a de l'importance. Et c'est pas enseigné, c'est pas étudié, c'est voilà. Et pour vous donner un exemple, bien que ça n'avait pas vraiment de conséquences d'ailleurs sur la suite, mais il m'est arrivé de faire un diagnostic sans examiner une femme d'une présentation en OS. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un bébé qui présente son dos de l'autre côté. C'est pas pathologique parce que ça n'empêche pas une naissance, mais en tout cas c'est une particularité. Et en fait, rien qu'au son que faisait cette femme, je me suis dit, ce bébé est en OS. Et quand il est né, ça s'est confirmé. Ça ne pouvait être qu'une supposition. Mais du coup, après, ça s'est reproduit une autre fois. C'est pas très fréquent, hein, ces présentations-là, mais en tout cas, qui aboutissent à une naissance. Ça peut éventuellement faire... ce sont des occasions éventuellement de transfert, justement. Mais en tout cas, quand le bébé naît, ça s'est reproduit 2 ou 3 fois où j'ai pu savoir que c'était une OS, rien qu'au son et aux plaintes de cette dame. Donc, mais ça, c'est voilà. Si on n'est pas avec elle dans la pièce, on ne peut pas repérer ces choses-là. Voilà. Ce que j'entends en fait quand tu parles de ça, c'est que être au chevet des patientes, être complètement disponible, avoir aussi peut-être tous ses sens dirigés vers cette femme et ce bébé, ça rend une clinique très fine et qu'on ne peut pas appréhender en fait tant qu'on n'en a pas fait l'expérience plusieurs fois et qu'après il y a quelque chose d'un petit peu inexplicable mais comment tu as su que c'était maintenant que je devais enlever ma culotte et que mon bébé allait naître et on ne peut pas répondre à une question comme ça, mais en fait on le sait parce qu'il y a eu des dizaines de femmes avant qui nous ont montré tous ces petits signes que notre cerveau il a engrangés avant, sans même forcément qu'on s'en aperçoive. Ouais. Exactement. Et du coup j'ai noté, je ne vais pas m'éterniser, mais le one-to-one, par exemple, les collègues hospitalières, parfois, elles sont obligées de passer elles ont fini leur garde, donc elles passent le relais à une collègue, et donc il y a des transmissions. Quand on est dans le one-to-one, il n'y a pas de transmission. Les transmissions, on les fait à soi-même ou éventuellement avec la sage-femme d'appui qui est là. Du coup, ça peut éviter des petits ratés dans les transmissions qui parfois font des quiproquos ou des choses plus embêtantes. Voilà. Donc, il y a ça aussi comme avantage. Et puis, pour la sage-femme, d'augmenter la satisfaction professionnelle parce que d'avoir le sentiment qu'on a vraiment fait son boulot. Et je sais que ça fait partie des choses qui sont dures pour nos collègues hospitalières parfois, c'est qu'elles sortent de garde en se disant
je me suis occupée de 6 femmes, mais est-ce que je sais que j'ai pas répondu à cette demande-là, j'ai pas répondu et je trouve que c'est rude de nous demander de travailler dans ces conditions. Donc, voilà, la satisfaction des femmes, c'est à elles d'en parler. Mais en tout cas, je trouve que pour ma part, j'y prends beaucoup de satisfaction. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire essentiellement. Merci. Ça me fait penser la satisfaction des sages-femmes que, du coup, en Angleterre, hein, quand il y avait eu ce projet de Changing Childbirth Care, une des raisons aussi, c'était de lutter contre le burn-out des sages-femmes et rendre de la satisfaction au travail pour les sages-femmes. Et c'était aussi un des objectifs du gouvernement à ce moment-là. Donc, ça rebondit sur ce que tu dis. Ça, merci. Du coup, peut-être ça pourrait être intéressant d'avoir l'avis de Lucile en tant que point de vue maman, point de vue usagère. Et puis aussi, je me suis dit que tu avais dû avoir beaucoup de courriers de la part des lectrices après ces BD et que peut-être tu avais aussi envie de nous dire ce qu'il en ressortait. Alors déjà, Sidonie, merci beaucoup parce que tu as dit j'y réfléchis cet après-midi depuis 1994. Donc passer après, c'est. Mais oui, en effet, je comprends la nuance entre une femme, une sage-femme, qui pour moi est le slogan sur vraiment le moment de l'accouchement, où la disponibilité de la sage-femme permet une observation plus fine parce que elle n'a pas à s'occuper des papiers et d'autres femmes en même temps. Oui, elle s'occupe des papiers quand même, mais voilà, disons moins, dans une moindre mesure, etc. Et la nuance entre une femme, une sage-femme sur le moment de l'accouchement et l'accompagnement global qui est carrément sur la grossesse en entier et puis le postpartum, etc. Et ça, j'ai trouvé très intéressant ce que tu disais et ça apporte une finesse de plus. Je pense le jour où la femme arrive en travail, le fait qu'on la connaisse, on se rend compte on sait déjà quelle est sa situation familiale, quelles sont ses peurs, quelles sont les. Enfin, je pense que ça doit aider, mais pour les femmes, ça change tout aussi, quoi. Et moi, l'expertise que j'ai rien du tout. C'est-à-dire, c'est juste mon vécu à moi et mes lectrices, en effet, qui sont beaucoup de femmes qui accouchent, mais aussi beaucoup de sages-femmes. mais mes lectrices, voilà, souvent arrivent à mes livres. Tu as dit que toi, c'était une maman qui t'avait fait connaître, mais il y a beaucoup de sages-femmes qui font connaître mes livres, en fait. Donc, j'ai les deux après, discours. On passe. Ouais, on apprend et puis après, on conseille. C'est super. Pour moi, d'avoir les retours des sages-femmes, ils me sont hyper précieux. Même parfois, ils m'ont fait modifier des choses, des petites choses. Moi, juste sur mon témoignage à moi, j'ai eu un accompagnement global et j'étais chez moi et je retardais le moment d'aller à la maternité pour accoucher, parce que j'avais vraiment pour idée que ça devait faire très très mal et qu'il fallait attendre d'avoir très mal avant de se déplacer. Et donc je tardais comme ça. Et ce qui a rendu le trajet très pénible, parce qu'au moment de partir, j'étais complètement ailleurs et j'avais pas du tout envie d'entrer dans la voiture et tout ça. Et le trajet a été pénible, mais l'arrivée à la maternité, j'étais en panique, j'ai commencé à avoir peur. Ma sage-femme n'était pas encore là, elle avait elle aussi du trajet à faire, et le fait d'avoir peur, vraiment, je disais au secours, comme ça. Et mais tout allait bien. Hein. Et au moment où j'ai entendu la voix de ma sage-femme dans le couloir, mais c'est instantanément, je n'ai plus eu mal. C'est-à-dire que ce truc de l'accompagnement global, pour moi, apporte une sécurité, une sensation de sécurité qui est pas anecdotique le jour où on accouche, parce que le simple fait de se sentir en sécurité aide énormément à donner naissance dans un moment qu'on n'a jamais vécu parfois avant et qui est très particulier, où on se sent particulièrement vulnérable. Le simple fait d'avoir, c'est résumé très bien dans la toute petite vidéo, il y a une dame qui dit j'ai confiance en ma sage-femme, elle a confiance en moi, donc j'ai confiance en moi. C'est vraiment ce truc-là d'accompagnement global, je pense, c'est-à-dire que là, une femme, une sage-femme, pour moi, c'est le jour de l'accouchement. Ça semble être, dans mon monde idéal, la moindre des choses.
Voilà. Mais l'accompagnement global est un atout de plus qui est énorme selon moi. Voilà. Donc toi, tu n'aurais pas envisagé d'avoir un changement d'équipe ou un changement de sage-femme le jour où tu as donné naissance à ton bébé? C'est-à-dire que je l'aurais envisagé si j'avais pas pu faire autrement. Il se trouve que j'ai vraiment eu un parcours comme ça qui m'a permis d'accéder à cet accompagnement global, mais je me suis rendu compte après coup de la chance que j'avais eue. Et pour mon deuxième bébé, j'ai eu quand même un changement d'équipe, etc. Et donc j'ai pu voir la différence. En fait, j'étais à la fois frustrée de pas avoir l'accouchement idéal que j'aurais imaginé, et en même temps j'étais en train d'écrire les livres, les BD, et donc je me dis donc je vois bien de l'intérieur comment ça se passe, et voilà, j'ai donné du sens à ce transfert, etc., en me disant que voilà, ça me permettait d'avoir une approche, une connaissance de plus pour faire les BD, quoi. Voilà. Merci. Du coup, vu qu'on parlait de la maternité, je passerai bien le micro à Jessica pour que tu nous dises, toi, est-ce que tu imagines pouvoir appliquer ce concept dans une maternité? Est-ce que ça serait quelque chose qui serait possible ou qui est déjà fait peut-être? Alors déjà, je voudrais dire que, ce que vous avez dit sur les bienfaits une sage-femme, c'est une évidence. Je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut critiquer ça et qui peut remettre en question le fait que l'approche fine de la sémiologie, des signes cliniques que tu as décrits, elle est visible pour tout praticien qui pratique la naissance, que ce soit sage-femme, obstétricien. Au plus on va être près de la femme, au plus on va être sensible à tous les petits signes qui peuvent arriver, que ce soit l'approche de la naissance physiologique ou l'éventuelle problématique qu'il peut y avoir en cours d'accouchement. Donc, évidemment, ça apporte un bienfait sur la prise en charge médicale, mais aussi, comme tu l'as dit, sur l'accompagnement de l'absence de transmission. On sait bien que ces transmissions, il y a une perte d'informations, même si on essaye de les faire le plus proche de la réalité. Le changement d'équipe peut créer aussi parfois difficulté à se remettre en confiance. Voilà, on sait que ce changement d'équipe est source d'ailleurs souvent d'un des facteurs de risque, de problématiques qu'on peut rencontrer quand on étudie des cas qui se sont compliqués. C'est effectivement une des sources de complications. Et puis la disponibilité qu'une sage-femme va avoir quand elle va être uniquement disponible pour une femme, c'est évident qu'elle va être beaucoup plus à l'écoute de ses signes et beaucoup plus disponible pour s'adapter aux demandes des patientes. Donc ça, c'est une évidence que l'on connaît en maternité, je pense tout près de professionnels du milieu valide. Maintenant, évidemment, on est confronté aux problématiques du quotidien, aux problématiques financières, de ressources humaines et du fait que on fait avec les moyens qu'on a. Et donc, c'est bien d'être conscient du privilège que vous avez quand vous pouvez à la fois côté patiente et à la fois côté sage-femme faire ce genre de pratique. Privilège que vous faites, je le dis ouvertement, je l'ai dit tout à l'heure, mais comme du don de soi, pour pouvoir faire cette pratique, vous les sages-femmes qui faites de l'accompagnement global, que ce soit en AAD ou en maison de naissance, c'est pas de la démagogie, je le pense vraiment. C'est sûr que vous donnez beaucoup de votre personne pour pouvoir faire ce métier-là, et donc bravo à vous. Mais toujours est-il que ça reste quand même un privilège de la pratique, et aujourd'hui, la majorité des femmes n'accouchent pas dans ce contexte parce qu'elles en ont pas les possibilités, soit financières, soit logistiques, parce qu'elles n'ont pas la possibilité de s'inscrire dans ce type de circuit, et elles se retrouvent en maternité. Maternité, alors soit de type 1, avec peut-être obligé une volonté d'être au plus proche de la physiologie, dans d'autres maternités aussi, on n'a pas ce monopole. Et d'ailleurs, je le dis, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai changement de la part des maternités de vouloir être au plus près de la physiologie. Il y a un vrai changement des pratiques qui s'effectuent dans de nombreux centres où, suite aux recommandations
de la HAS sur le travail physiologique. Il y a eu vraiment un changement des pratiques sur l'utilisation de l'ocytocine, sur la rupture artificielle des membranes, sur la gestion de la phase de latence en salle de naissance. Et donc, même si on est encore très loin du one-to-one, on a quand même une volonté de la part des équipes soignantes de s'approcher de la physiologie et d'être au plus respectueux de cette physiologie et d'être le moins iatrogène possible, avec le moins d'intervention médicale possible. Et on sait que c'est évidemment, ça apporte du bienfait sur le suivi du travail et de l'accouchement. Alors sur les possibilités de le mettre en place en maternité, alors là pour le coup je parlerai qu'au nom de ma maternité, c'est un projet dont j'entends parler depuis mon arrivée, puisque l'équipe de sages-femmes, et il y en a quelques-unes dans le public, est très volontaire à vouloir montrer ce type de projet. Ce projet est soutenu par l'équipe encadrante, même par l'administration et la direction, parce qu'évidemment, vous l'avez dit, il y a évidemment les bienfaits pour les femmes, mais aussi une attractivité pour le corps sage-femme. Aujourd'hui, on se bat pour avoir des sages-femmes, donc on sait bien que proposer ce projet est attractif pour les sages-femmes. Donc l'établissement a une vraie volonté de le faire. Et là, je séparerais bien effectivement l'accompagnement global et l'accompagnement one-to-one en salle de naissance, parce que autant l'accompagnement global en suivi de grossesse, je pense que ça c'est possible à organiser. C'est de la réflexion, de la gymnastique de planning, mais il y a quand même des possibilités d'envisager un suivi de grossesse par la même sage-femme tout au long de la grossesse en maternité. Et ça, on y travaille. Et donc, j'espère que ce projet pourra voir le jour dans un délai à court moyen terme. En revanche, le projet one-to-one salle de naissance, il est en train d'être écrit, il est porté par une équipe. Il va être d'ailleurs inscrit dans le projet médical d'établissement. Mais un des premiers freins reste le financement. Et aujourd'hui, comment ? Oui, voilà, au niveau alors, je pense que c'est quelque chose au niveau des ressources humaines, du recrutement de sages-femmes qui pourrait s'envisager, parce qu'en fait, c'est attractif, ça permet de garder certaines sages-femmes, ça permet d'en recruter. Donc ça, on a la chance au Bluet d'être un peu moins en souffrance que dans d'autres. On est quasiment à effectif complet, donc c'est quelque chose qui est, je pense, envisageable. Mais par contre, le financement est un vrai questionnement, et donc il y a soit imaginer donc un financement par un peu comme au Calme par les patientes, donc ce qui crée du coup une différence entre les patientes des Bluets qui n'ont pas de dépassement d'honoraires, fonctionnent comme en service public. Donc ça crée déjà un modèle financier différent, donc ce qui est compliqué déjà dans le concept. Et après, dans la réalisation. Donc, aujourd'hui, on n'aura pas ce financement par les autorités publiques, et donc, c'est pas prévu. Donc, c'est le premier, c'est le premier gros frein. Donc, malheureusement, je le vois mal se réaliser à court moyen terme. Et quand tu parles de ce projet de one-to-one care, d'accouchement one-to-one, est-ce que c'est tout au long du travail, la maman aura une sage-femme qui va l'accompagner de A à Z, ce qui implique aussi des questionnements sur l'horaire, sur le planning des sages-femmes et tout ça, ou est-ce que c'est la femme aura une sage-femme dédiée qui ne s'occupera que d'elle sur le temps de sa garde, mais il y aura quand même un système de garde parce que il faut bien s'organiser quand on a beaucoup de naissances. Alors, aujourd'hui, dans ce qui est imaginé, c'est le vrai one-to-one avec une liste de garde dédiée, puisque l'idée est d'un peu de copier sur le Calme. On a un modèle pas très loin, donc en plus vous êtes assez proches entre vous, donc voilà, elles savent bien s'imprégner de ce fonctionnement. Mais aujourd'hui, très honnêtement, il ne tient pas. Donc on le voit pas se réaliser. Après, peut-être qu'à défaut, on réfléchira autrement par une sage-femme dédiée sur la liste de garde globale, mais ça ouvre d'autres problématiques. Donc, malheureusement, pas dans un futur immédiat. Ça marche. Si autour de la table, vous avez des questions pour les uns, pour les autres, n'hésitez pas.
y a quand même des organisations de suivi global en maternité. Et je pense, je le connais pas très bien, donc je vais pas le développer, mais dans 95, il y a la filière ANAE qui existe et elles font du suivi global au sein de l'hôpital public. Après, je connais pas leur organisation, mais je sais que ça existe en France. Le meilleur modèle à l'heure actuelle qu'on connaît au sein d'un hôpital, c'est la Sagesse à Rennes, où pour le coup, ils ont une véritable équipe organisée, dédiée, qui est vraiment qui est en décalage. On pourrait considérer que c'est un peu comme la maison de naissance du Calme, mais avec un statut salarié. Donc c'est un peu la différence et ça fonctionne plutôt bien. Les retours qu'on a eu là aux journées sages-femmes sont plutôt très positifs, contrairement à donc il y a le modèle d'unité physiologique. Il y a eu un essai aussi à Necker qui a été une catastrophe, ça n'a pas fonctionné, mais c'est aussi dû aux tensions RH, clairement. Mais je pense que de toute façon, le vrai problème qu'on a à l'heure actuelle en France, c'est que si on prend le modèle de Grande-Bretagne, ils ont 2 fois plus de sages-femmes. Sauf que ici en France, nous les sages-femmes, on a 2 fois plus de compétences, on est 2 fois moins nombreux. Donc 2 fois plus de responsabilités. Donc évidemment, on se concentre sur des tâches qui sont d'ordre médical. Et donc dans notre système à l'heure actuelle, le suivi continu qui est dans la recommandation sur l'accouchement physiologique, c'est dans les recommandations. Donc tous les experts scientifiques se sont posés autour de la table avec les usagers pour justement déterminer des recommandations qui doivent être appliquées. C'est la science qui le dit. Aujourd'hui, on ne les applique pas. Parce que derrière, il y a soit des contraintes économiques, je pense plutôt, des contraintes politiques, qui font qu'aujourd'hui, ce modèle qui est quand même prouvé, n'est pas appliqué au sein même des maternités parce que pour des raisons économiques. Après, il y a le modèle du plateau technique, des maisons de naissance en France qui sont à majorité avec un statut libéral. Et il faut savoir aussi, encore la grosse différence avec le système britannique, c'est qu'en Grande-Bretagne, ils ont un seul système qui s'appelle la NHS et qui en fait ne permet pas cette dichotomie entre statut libéral et statut public et qui fait qu'aujourd'hui, ça peut même être perçu dans certains secteurs comme un système concurrentiel. Alors même que quand tu es sage-femme en libéral, j'ai envie de dire, j'ai travaillé à Saint-Denis, j'étais sage-femme d'appui au Calme, pour autant je reste sage-femme, c'est pas mon statut libéral ou la fonction publique qui va déterminer mon rôle. Et c'est là où en fait on a une distribution du travail qui est à revoir, tout notre système de santé qui est à revoir, et aussi sur la question de la dépersonnalisation. Ce que tu disais, là, aujourd'hui, il y a quand même 45% des sages-femmes en France qui souffrent d'épuisement professionnel. Et on voit bien que c'est ce qu'on appelle aussi burn-out. Ce burn-out, il est avant tout, c'est avant tout la réponse à une dépersonnalisation. C'est-à-dire qu'en soi, quand tu accueilles quelqu'un, moi j'ai entendu des témoignages de moi j'ai l'impression d'être sage-femme chez McDonald's. En soi, je fais des naissances, je ne connais pas les gens. Je ne sais même plus les prénoms des bébés que j'ai mis au monde à la fin de ma garde. Et c'est vrai que cette dépersonnalisation-là, elle participe aussi à une perte de sens. Et c'est tout ceci. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le film, le film qui est paru récemment sur Arte. Elle traite vraiment cette situation-là qui à la fois ces contraintes, ce système qui n'a plus de sens. Et on voit bien que la réponse, elle a des répercussions sur le plan professionnel et évidemment chez les femmes. Et c'est aussi pour ça que cette relation avec les usagers, elle doit se persévérer parce qu'il y a un enjeu politique de société derrière. C'est-à-dire qu'on a beau trouver des études, des recherches pour dire que les maisons de naissance en France, c'est bien, c'est génial, ils font des scores extraordinaires. Derrière, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de volonté politique. Et c'est en soi où les choses doivent continuer. C'est un peu grâce à vous ce soir aussi que j'espère que les choses vont pouvoir évoluer positivement. Elles sont, si mes souvenirs sont bons, parce que je n'ai pas la connaissance, on va dire, mais c'est à peu près au même titre que des maisons de naissance comme au Calme. On est à peu près à 250. Oh. Enfin, un peu plus. Un peu.
Ah pardon, mais je pense qu'ils sont à peu près dans ce taux-là. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions dans le public. C'est chouette. Lucille, il me semblait que tu avais envie de réagir ou j'ai mal... Non, j'ai mal perçu. Ok, ça marche. France, tu avais quelque chose suite à l'intervention de Jessica? En fait, je voulais rebondir sur le fait que quand on a présenté cette table ronde, on parlait une femme, une sage-femme. Au Calme, c'est de l'accompagnement global à la naissance. Or, pour nous, Océane, je pense que c'est vraiment deux choses différentes, puisque l'accompagnement global à la naissance, on peut très bien imaginer, c'est ce que font des obstétriciens dans le privé, finalement. Donc, il faut bien faire attention à préciser de quoi on parle. La question aussi, c'était de savoir, est-ce que quand on a une femme, une sage-femme, c'est-à-dire une personne référente, ça peut très bien être plusieurs sages-femmes qui se relayent, ça, on l'a vu. Est-ce que les pratiques changent? Est-ce que les résultats en fait qu'on obtient, ils changent aussi? Et nous, ce qu'on voulait parler ce soir, c'était des résultats de notre enquête, parce que on a parlé un peu que l'accompagnement global, ou en tout cas une femme, une sage-femme, ça apporte de la sécurité aux femmes quand elles accouchent, pour leur grossesse, pour le postpartum aussi. On n'en a pas parlé, mais finalement, il y a aussi la continuité d'avoir un suivi personnalisé ensuite qui apporte de la sécurité. Et ce qu'on montrait, c'est qu'en fait, une femme, une sage-femme peut être une réponse à pas mal de problématiques qui sont, par exemple, le choix du lieu d'accouchement, le fait que la moitié des femmes dans notre enquête se sont plaintes d'un manque d'attention par rapport à leur état psychique et émotionnel, parce que c'est quelque chose qui demande du temps pour être analysé, parce qu'il faut pouvoir le prendre en charge derrière. Les demandes de meilleur accompagnement par rapport tout simplement aux soins du bébé en postpartum. Donc c'est quelque chose de très spécifique, mais finalement, quand en maternité, on n'a pas la possibilité d'avoir une personne qui va apporter des réponses à chaque question qu'on peut se poser, puisqu'on va voir 3 personnes différentes chaque jour, donc 3 réponses différentes parfois par jour, ça reste quelque chose de compliqué. Et effectivement, on a parlé du manque d'argent. Moi, j'ai envie de dire, je suis très en colère de voir que 10 ans après la naissance de mon dernier enfant, donc quand j'étais encore engagée ici au Calme, les choses ont bougé par rapport à des recommandations, par rapport à des pratiques, mais qu'il y a des sujets qui, pour les femmes, restent toujours les mêmes. Donc, c'est un peu désespérant, mais il faut quand même en parler. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? Donc là, c'est le moment où j'ai envie de dire, il n'y a pas l'air d'y avoir que des sages-femmes ou des professionnels de santé dans la salle. Donc, s'engager auprès de son association, d'une association, essayer de faire entendre vos voix pour obtenir plus. Parce que, là, je vais revenir sur le début, une femme, une sage-femme. On a parlé de physiologie avec Sidonie. Mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut défendre pour toutes les femmes, parce que c'est question de savoir, d'avoir besoin d'être en confiance, d'avoir une personne référente quand on a des questions autour de sa grossesse, pendant le déroulement de son accouchement ou en postpartum. C'est primordial, mais y compris quand on n'est pas dans le cadre d'une naissance physiologique. Peut-être même encore plus quand il y a la pathologie. Quand on a des questions pathologiques. Oui. Et cet accompagnement-là, même si on va avoir un médecin pour répondre aux problèmes, comment dire, pour tout ce qui concerne des soins particuliers pendant la grossesse ou l'accouchement lié à un phénomène qui sort de la physio, eh bien avoir une sage-femme qui va aussi pouvoir gérer l'émotionnel, l'arrivée de cet enfant, le fait de devenir parent dans une situation qui est moins facile physiquement. C'est important. Il y avait aussi des réactions dans le public. J'ai vu Sido aussi. Vas-y, Sidonie. Puis après, on passe un tout petit peu le micro dans le public. Puis on gardera un peu de temps à la fin, de toute façon, pour vos questions et puis vos réactions sur le sujet. Oui, moi, je suis contente que tu parles de ça. Comme je travaille aussi en plateau technique, des fois, il y a des situations de pathologie
pas forcément c'est pas forcément des choses graves, mais enfin c'est des choses qui modifient les projets en tout cas. Et tu as raison de souligner que c'est aussi important dans cette situation. Et là, effectivement, on va plus être dans ce travail de l'observation de la physiologie ou du diagnostic de quelque chose de pathologique, mais on va être dans l'accompagnement de cette situation-là. Et ça, c'est très juste. Ouais. Mais bien sûr. C'est vrai que c'est en fait très politique parce que ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est que moi j'ai l'impression de faire un travail d'essayer d'informer les gens, etc. Et il y a des gens qui sont très informés, mais ensuite ce sera qu'une certaine partie de la population qui va avoir accès. Par exemple, l'accompagnement émotionnel, certaines vont le chercher chez des doulas. Et ça a un coût. Enfin, voilà. Et donc, il y a vraiment, j'ai l'impression, un écart qui se creuse entre... c'est vraiment une vision de société quand même, que la façon dont on accueille les naissances et les citoyens et les êtres humains, je trouve. Parce que, en vérité, quand on est obligé si on veut respecter la naissance de son enfant, de faire des choix qui vont être individuels. Et c'est là que c'est un peu triste de faire ce constat, de se dire, OK, moi, je suis au courant, j'ai des informations, je vais avoir besoin d'un accompagnement émotionnel, donc je vais me tourner vers une doula parce que les sages-femmes n'ont pas le temps, en fait, on n'a pas assez de sages-femmes, on n'a pas... Et j'ai l'impression que c'est vraiment un choix de société, moi, et que c'est pour ça que c'est bien d'aussi inviter les gens à s'y intéresser au-delà même de notre propre grossesse, et au-delà même, enfin voilà, les pères, les mères, tout le monde autour, parce que j'ai l'impression que ça concerne tout le monde. Ouais. Mais je pense que ce que tu dis, c'est aussi le fait qu'on a souvent déconsidéré les compétences psychosociales de ce suivi de proximité qu'ont les sages-femmes qui font du suivi global ou du one-to-one. Et on voit qu'aujourd'hui, ces compétences psychosociales n'ont pas été suffisamment même développées dans certains établissements, par manque de temps, mais aussi par manque de formation. Et je pense que là, il y a tout un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il faut que ces compétences psychosociales soient clairement identifiées, organisées, évaluées, pour que derrière, ces femmes soient prises en considération dans leur globalité, et pas seulement d'un point de vue biologique. C'est-à-dire qu'il y a aussi, aujourd'hui, je trouve, moi je vois bien la différence quand j'étais à l'hôpital, c'est que évidemment, on ne connaît pas l'environnement quand on voit quelqu'un arriver, et cette notion-là, ces informations-là, elles sont essentielles dans la vision dont on va prendre en soin quelqu'un. Et c'est en ça où il va falloir réfléchir à désectoriser les choses, à éviter de cloisonner les choses dans tel établissement, etc., mais plutôt à organiser quelque chose autour d'une communauté. Et d'ailleurs, encore une fois, en Grande-Bretagne, ils ont développé cette logique-là de santé communautaire, de comment être proche de la population, de ce quotidien, de ses problématiques sociales, de ses problèmes psychologiques. Et c'est là qu'il va falloir aussi transformer ce modèle. Et on ne peut pas à chaque fois dire il faut tout centraliser autour d'un seul bloc et ensuite on va faire descendre les informations à la population. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comment la population va amener des évolutions en termes de pratique. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a le projet de Montreuil. Tu nous fais une transition. Je vois arriver Mme Krenebert de l'Agence régionale de santé, donc c'est pourquoi j'enchaîne. Mais peut-être nous pourrons en parler juste après. Et du coup. On vous attendait. C'est pour ça. Et quand, justement, ça me fait dire quand il y a des maisons de naissance qui se créent, ou en tout cas, ou des filières particulières en maternité, dans notre enquête, on voit que par rapport au choix du lieu d'accouchement, un tiers des femmes déclarent ne pas avoir eu le choix de leur lieu d'accouchement. On ne connaît pas forcément pour les raisons. Est-ce que c'est parce que c'est des raisons financières ou parce qu'il n'y avait pas l'offre, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que celles qui n'ont pas eu le choix, c'est celles qui majoritairement ensuite vont déclarer avoir
mal vécu leur accouchement. En tout cas, ça a eu un impact négatif sur leur vécu de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches. C'est-à-dire que finalement, ne pas avoir le choix s'il n'y a pas de conséquences, est-ce que c'est très grave? Peut-être pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a des conséquences après. C'est-à-dire que si dès le départ, on n'a pas le choix du type de suivi qu'on peut avoir, de l'endroit où on va accoucher, de comment est-ce qu'on organise les suites de couches, c'est déjà, dès le début, ne plus pouvoir être maître de comment je vais devenir parent, comment je vais accueillir mon enfant, qu'est-ce que je vais en faire. Et nous, on milite évidemment pour que tout le monde ait le choix, et indépendamment de ses ressources, bien entendu. Donc, c'est là qu'on revient au problème du financement et que ça devient politique de savoir est-ce qu'on met la santé des femmes et des enfants au premier plan ou pas. Donc, mais là, on sera tous d'accord. Et l'année prochaine, on espère bien avoir des personnalités politiques pour répondre à ce genre de questions. Oui, là, mais on va les solliciter. On va les solliciter en attendant. Et je pense que quelqu'un ici se fera l'écho des actions en cours à faire. Donc là, ça s'adresse à tout le monde dans la salle. Avant de développer sur Montreuil, il y a une question dans le public quand même que j'aimerais prendre. Oui, merci. Donc, Jacqueline Izard de La Pitié. Tout le monde parle du one-to-one anglais. Tout le monde se gargarise. Mais le one-to-one anglais, c'est un modèle économique. C'est pas un modèle médical. C'est un modèle économique et donc un modèle politique. Parce que quand vous avez des midwifery-led units, donc des maisons de naissance qui font 500, 1500, 2500 naissances au sein des maternités, vous avez un modèle économique qui coûte beaucoup moins cher. Liverpool, 8300 naissances, dont 2300 dans sa maison de naissance, au même étage, la porte à côté de la salle de naissance, avec tout un panel d'offres de soins, donc là de la maison de naissance, du soin intermédiaire et du soin de haute technicité pour les trucs qui se passent très mal. Mais il est clair que les 2300 naissances dans la maison de naissance, ça coûte rien. Ça coûte rien à l'État. Le NHS est pauvre. Et donc, vous parlez du one-to-one anglais, mais vous êtes en train de développer votre modèle à vous, notre modèle français, qui n'a rien à voir avec le one-to-one anglais. Quand vous allez faire vos 150 ou 250 naissances dans votre maison de naissance, vous n'économisez d'argent à personne. Au contraire, ça coûte de l'argent aux personnes qui vont y aller et vont débourser de leur poche pour avoir accès à ce soin-là. Aujourd'hui, c'est vrai. Après, le modèle économique, il a été étudié, il a été pensé par notamment une sage-femme de la maison de naissance de la Guadeloupe, qui est Olivia Plaisant, qui a fait un gros travail justement pour estimer les coûts réels que ça coûterait à la société de financer complètement les maisons de naissance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si ça coûte de l'argent aux parents, c'est parce que l'État et c'est parce que la sécurité sociale, la CNAM, ne valorise pas le travail des sages-femmes. Je suis d'accord, mais c'est une question d'échelle. C'est-à-dire que quand vous avez 2500 naissances qui se font sans médecin, sans anesthésie, sans gynécologue, sans pédiatre, sans rien de tout ça, sans équipe de permanence de soins, vous économisez énormément d'argent. Tout à fait. En fait, ces systèmes-là, les systèmes anglais ou les systèmes néerlandais, on pourrait en parler encore, c'est encore autre chose. Ce sont des modèles économiques qui brûlent très peu de médecins. Oui. Et ce sont des pays où il y a beaucoup moins de spécialistes en ratio parce qu'ils les utilisent beaucoup moins. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une vision plus globale. Il faut avoir une vision d'échelle parce que à faire des petites, alors on fait ce qu'on peut, hein, mais on fait tout ce qu'on peut. Mais avoir des maisons de naissance qui font quelques centaines de naissances, vous n'avez pas de levier économique. Ouais, tout à fait. Et vous allez quand même avoir besoin d'une permanence, d'une équipe globale avec tout ce qu'il faut à côté. On a besoin de la maternité à côté qui est chère et qui coûte de l'argent, voilà, effectivement, voilà, aussi. Exactement. Et la France qui est remontée comme un coucou. Tout à fait. Et après, on est loin de dire que le modèle anglais est parfait, hein, parce que c'est vrai que les femmes, il me semble, elles n'ont pas vraiment le choix de leur professionnel de santé. Donc ça, c'est vraiment questionnable au niveau éthique et c'est très loin de ce qu'on défend aujourd'hui sur cette table. Après, voilà, ils ont un modèle qui est tellement différent d'une autre c'est intéressant d'aller le regarder. Ouais. Oui, c'est vrai. On n'a pas non plus le choix du praticien ou de la praticienne à l'hôpital en France. Tu l'as que dans le privé, le choix de ton praticien.
Non, mais en fait, on veut aussi des maisons de naissance de 2000 naissances par an. La difficulté en France, contrairement à l'Angleterre, c'est déjà ce qui a été évoqué, le fait qu'on ait 2 systèmes en même temps, un salarié et un libéral. Et aussi le fait que les maisons de naissance doivent être contiguës aux maternités. Donc ça limite déjà énormément les projets, puisque quels sont les sites hospitaliers qui peuvent permettre qu'une maison de naissance existe dans ces murs? C'est quasiment impossible. Ah non, mais moi, j'ai rien contre les grosses maternités, où je défends pas toutes les petites maternités. On est pour les, si tu veux, Océane, on est pour que chaque femme puisse accéder aux meilleurs soins possibles, avec les meilleurs standards. Et donc, aujourd'hui, c'est assez difficile de les avoir, puisque, effectivement, respecter à la règle toutes les recours en cours, c'est compliqué quand t'as pas assez de personnel. Et je vois pas pourquoi, quand on fait, faire 200 naissances, c'est pas un garant de sécurité. En faire 2000, c'est pas un garant de maltraitance non plus. C'est au-delà, c'est vraiment, pour le coup, c'est le fait de choisir dès le départ, être informé. Tout ça, on sait que ça a des conséquences après. Ça veut dire avoir suffisamment une femme, une sage-femme. Ça veut quand même dire à un moment donné avoir suffisamment de sages-femmes. Ce qu'on n'a pas. Ou beaucoup moins de bébés. Je n'avais pas raisonné comme ça. Oui, il y avait aussi une question ici, puis après, Adrien, je te repasse le micro. C'est une note positive pour terminer. C'était plus une remarque, mais un des gros freins de l'accompagnement d'une femme, une sage-femme dans le public, c'est le code du travail. C'est-à-dire que la femme qui est en travail pendant 14 heures, elle ne pourra jamais être accompagnée par une sage-femme salariée. Voilà. Alors qu'en libéral, on n'a pas cette contrainte. Donc, faire 2 accouchements dans la journée, c'est possible. Donc, travailler plus de 12 heures, c'est possible. Après, il y a aussi la volonté publique et politique. On disait avec l'assurance maladie, leur but aujourd'hui, Adrien a bien parlé de l'accompagnement des patientes, mais c'est pas tellement leur priorité. Leur priorité, c'est l'accès aux soins. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on voit le plus de patientes possible. C'est ce qui se passe avec les généralistes. Pourquoi les généralistes, ils ont des consultes de 10 minutes? Parce qu'il y a tellement de monde à voir que s'ils font des consultes d'une demi-heure, il y aurait trop de personnes qui n'auraient pas accès aux soins. Donc c'est assez difficile. Et après, pour dire on manque de sages-femmes, c'est pas le seul problème. On manque aussi de maternité. Parce que la politique, ça a été de fermer les maternités. Il y a eu je crois, 1000 maternités qui ont fermé en 20 ans, je crois, à peu près. Quand vous voyez qu'à Mayotte, ils font 8000 naissances, ça fait à peu près 20 naissances par jour, et elles sont 4. Même si elles étaient 8, c'est énorme. Donc la politique le problème a été aussi la fermeture des maternités. Avec 500 maternités au lieu de 1500, forcément, on se retrouve avec des surcharges d'activité. Voilà. Merci beaucoup. Allez, Adrien, je te repasse le micro. Tu vas nous parler de Montreuil. Oui, juste pour rebondir par rapport à ça, ces problèmes-là, ils sont là depuis... Il faut savoir que ce qui organise aujourd'hui les maternités entre elles et aussi avec les réseaux, etc., ce sont les décrets de périnatalité. Ils datent de 1998. On est en 2023. Quand même, il y a un sujet. Ça fait longtemps qu'avec les organisations, on essaie justement de réactualiser ou du moins de trouver une autre solution à un autre modèle de pensée. Et pourtant, toutes les sociétés savantes, tous les professionnels, les usagers étaient tous d'accord sur un modèle à défendre. Aujourd'hui, ce modèle est toujours dans un tiroir, bien caché par le ministère. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une situation où tout le monde attend. On a des solutions, on a des choses concrètes à faire. Maintenant, c'est pour qui vote-t-on quelle politique ils mettent en place par la suite. Donc ça, mine de rien, on peut pas faire grand-chose, nous, à cette échelle en tant que professionnel de santé. Ensuite, la maison de naissance de Montreuil. Donc l'idée, c'est que, d'ailleurs, je vois qu'il y a d'autres sages-femmes qui font partie du projet. Donc il n'y a pas que moi, je vous rassure. C'est un projet qui se porte collectivement de par une association. L'objectif étant de créer une maison de naissance en Seine-Saint-Denis. Donc je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous vivez tous ici en Ile-de-France. Vous savez
via les inégalités territoriales et la spécificité du département sur les questions des vulnérabilités. Et donc, c'est vrai qu'un modèle de maison de naissance comme au Calme, désolé les collègues, c'est difficile à mettre en place pour des femmes qui n'ont pas les moyens de pouvoir dépenser de l'argent pour des dépassements d'honoraires. Et donc, on a depuis 2 ans maintenant, avec Camille, avec Anne, avec Aude, etc., donc une équipe de sages-femmes dynamique, réfléchit avec l'aide de la direction de l'hôpital de Montreuil. Et là, pour le coup, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est cette synergie avec à la fois l'administration, qui est pour le coup à 300%, on va dire, favorable à l'idée qu'il y ait une maison de naissance dans leur établissement, ce qui est quand même très positif pour nous. Et aussi l'équipe médicale, des médecins, des sages-femmes, qui pour le coup voient aussi une offre de soins qu'on va pouvoir développer au sein de l'établissement, et pourquoi pas aussi permettre aussi à améliorer l'attractivité de l'établissement. C'est-à-dire, mine de rien, le fait de pouvoir avoir cette maison de naissance pourra peut-être aussi attirer de jeunes professionnels. Peut-être que ça arrangera pas trop les affaires de Jessica pour les Bleuets, mais l'idée c'est justement de pouvoir, de par cette maison de naissance, pourquoi pas aussi développer un nouveau modèle avec des sages-femmes d'appui. Donc c'est la 2e sage-femme qui intervient et qui appuie la sage-femme globale lors de la naissance. Pourquoi pas faire appel à des sages-femmes volontaires de l'équipe de Montreuil. Tout ça reste encore à construire, mais du moins c'est des choses qui sont envisagées et qui sont entendues déjà par l'équipe médicale et aussi par la direction de l'hôpital. Et donc voilà. Mais sauf que, évidemment, ce modèle est extrêmement beau, extrêmement engageant, mais du coup nécessite aussi d'avoir un appui économique de par nos instances qui permettent justement aujourd'hui de développer une maison de naissance. Il faut savoir que pratiquement chaque année, vous me dites si je me trompe, mais on va dire le modèle est évalué. C'est quand même pas rien. Enfin, je veux dire, vous demandez ça à des cliniques privées, je suis pas sûr qu'il ait les mêmes attentions et le même poids en termes de financement. Et donc c'est vrai que je trouve que voilà, ça serait bien. En tout cas, on est tous aujourd'hui extrêmement volontaires, et même si aujourd'hui, voilà, ça fait maintenant 2 ans qu'on a engagé, qu'on a un dossier en main, qu'on a un business plan, qu'on a établi aussi le modèle médical avec l'équipe médicale. Donc maintenant, tout est là, tout est prêt. Les locaux ? On a les locaux, on a des locaux, on a même un architecte qui, du coup, a réfléchi avec nous sur comment agencer justement ces locaux pour que ça ressemble à une véritable maison de naissance. Donc tout est là. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc encore une fois, j'en profite que Mme Crénébert, je suis juste en face de moi, puisque c'est un peu l'agence régionale de santé qui va définir le budget qu'on a et valider du coup notre demande concernant le budget, en sachant que on va du coup pas demander aux femmes en situation de précarité, tout sera pris en charge. Pour toutes les patientes. Et ça, pour toutes les patientes. Ouais, c'est très très beau projet. On aimerait beaucoup en faire autant voilà. Au Calme. Mais... Avec peut-être aussi une... Avec peut-être aussi, nous on aimerait aussi étudier aussi un modèle universitaire, c'est-à-dire que comme ça peut se faire dans d'autres pays et pas seulement en Grande-Bretagne, j'entends la critique sur, en effet la Grande-Bretagne n'est pas le seul exemple intéressant sur les questions de maison de naissance, mais aussi développer ce modèle universitaire pour derrière appuyer ce modèle économique, se dire oui, aujourd'hui on a un modèle économique à court terme. Maintenant, c'est quelle conséquences ça a sur la santé de l'enfant, sur voilà, et quel intérêt économique sur le long terme ça peut avoir. Et l'idée, c'est justement de travailler là-dessus aussi, en lien avec l'université. Merci. Il y a Jessica qui voulait rebondir. Non, je voulais rebondir parce que peut-être me faire l'avocat du diable, mais c'est sûr que c'est un très beau projet de dire que tout ça va être financé par l'ARS, par
voilà. Mais alors, je ne sais pas combien de patientes vous visez, mais c'est vrai que on se retrouve. Moi, je ressens très fortement un vide d'accompagnement politique de la part. Voilà, il y a eu l'expérimentation maison de naissance, il y a eu la loi sur la pérennisation, et ensuite plus rien. Alors moi, je l'ai ressenti très fortement sur le plan médical parce que aucun guideline, aucune recommandation de l'autorité de santé, pas de sollicitation des autorités savantes pour se dire sur quoi on s'appuie pour guider les femmes en maison de naissance, quelles femmes on autorise en maison de naissance, comment faire les transferts, quelles femmes on transfère, comment on les transfère. Donc ça a été notre quotidien de discussion pendant ces 2 dernières années. C'est vrai qu'aujourd'hui, chaque maison de naissance, avec son établissement partenaire, doit inventer toutes les conventions médicales, doit inventer sur la base de discussions, sur la base de notre expérience à chacun et chacune. Donc un vrai sentiment de solitude sur ça, mais ce sentiment de solitude, il existe aussi du coup financièrement. Là, on est en train de parler d'un projet qui, je sais pas combien de centaines de milliers d'euros ça coûte, mais si l'État doit financer comme ça ponctuellement par des firmes, des financements locaux, je te laisserai répondre, mais c'est quelque chose qui est difficilement imaginable au niveau national, au niveau grand nombre de naissances. Donc la question, à mon sens, elle devrait se poser autrement. On en parlait un petit peu avec Florence Gomez cette semaine, mais je pense que il faudrait solliciter les politiques et pour repenser la base du financement de l'accouchement physiologique et la base de tout le système de santé. Parce que des petits projets comme ça, on ne peut pas imaginer que ça soit viable à long terme et à l'échelle nationale. C'est un gros chantier, mais c'est vrai que c'est aussi les petits projets comme ça qui peuvent porter une inspiration, porter aussi la voix des usagers, la voix des soignants et faire rêver un peu pour imaginer qu'on puisse changer les choses, peut-être. Nous, l'idée, c'était de pas d'en faire une offre privilégiée et pas se servir du département pour dire OK, on a besoin d'avoir ce financement. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, d'une part, il y avait aussi bien pour nous l'équipe et l'hôpital cette volonté de dire il n'y aura pas de dépassement d'honoraires, sinon il n'y aura pas de maison de naissance. Donc déjà, les choses sont posées. Ensuite, le directeur de l'hôpital, avec son équipe budget, nous a dit mais en fait, en soi, la maison de naissance, comme je disais, c'est économique. Pourquoi aujourd'hui la maison de naissance c'est pas économique? Parce que en effet, il n'y a pas de tarification, il n'y a pas d'économie autour de ça. Et c'est en ça où en fait aujourd'hui le véritable problème qu'on a, c'est que le prix d'une naissance aujourd'hui en France, comparativement à la pose d'un implant dentaire, c'est 100 € moins cher. Enfin, vous imaginez la santé d'un enfant et d'une mère à la naissance, ça coûte 243 € à l'acte versus 345 €, il me semble, pour la pose d'un implant dentaire. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Bref, je sais plus exactement, mais en tout cas, il y a, c'est sûr, 100 € de différence. Ce qui fait que, évidemment, dans le modèle économique qu'on propose, évidemment, on toque à l'ARS, ils nous disent, voilà, nous, on vous demande ça. Parce qu'en effet, toute la valeur économique autour de l'accouchement n'est pas comparable à celle qu'on a dans d'autres pays. Parce qu'on a cette dichotomie où, dans un hôpital, on va discuter PMSI, etc. Enfin, on a un forfait. Ensuite, par contre, en ville, c'est-à-dire en maison de naissance ou en plateau technique, etc., c'est à l'acte. Et donc, un acte accouchement versus un accouchement en hôpital, ce n'est pas la même chose puisque vous avez un forfait et un acte. Et donc, c'est là le nœud du problème. Et donc, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, moi, je veux bien qu'on fasse un procès d'intention sur les maisons de naissance, mais dans ces cas-là, on fait un procès d'intention aussi sur les cliniques privées. C'est-à-dire qu'en gros, il y a aujourd'hui un système qui est très inégal. Et pour le coup, ce qu'on propose là, c'est un modèle égalitaire dans une population où il y a un besoin. Il y a un besoin pour des femmes et pour autant on leur propose pas cette offre de soins. C'est là où il y a quand même pas mal de sondages qui nous montrent qu'il y a une volonté pour beaucoup de femmes d'y avoir accès, mais on leur donne pas cette offre-là. Et donc c'est là où il va falloir aussi. Et là, c'est un sujet qui dépasse l'ARS ou même nous, c'est les syndicats professionnels et c'est des négociations et c'est
caisse nationale d'assurance maladie qui va donner ces actes. Et cette caisse nationale d'assurance maladie, évidemment, elle est aussi très influençable via le ministère. Donc c'est encore une fois un sujet très politique. Je rebondis sur ce que tu disais, Jackie. J'entends bien, mais en fait, ça dépend, c'est tout ce qui s'est dit là, de décisions politiques et de réorganisation complète de la santé obstétricale de notre pays, quoi. Enfin, c'est une décision qui ne dépend pas des maisons de naissance et des petits projets de ci, de là. C'est une réflexion globale, beaucoup plus large que la petite maison de naissance. J'avais une question à poser à Jessica parce que je trouvais ça intéressant qu'on s'intéresse du coup un petit peu plus près aux maisons de naissance et aux freins, parce qu'en fait, voilà, on a une expérimentation qui a duré du coup 6 ans entre 2016 et 2021 des maisons de naissance. Donc il n'y avait pas encore de loi qui les pérennisait. Les maisons de naissance, elles étaient du coup évaluées chaque année avec un rapport d'évaluation, un rapport d'activité assez détaillé. Et le but de cette expérimentation, c'était justement après d'avoir une étude qui permette d'évaluer vraiment l'impact financier, l'impact sur les mères, l'impact sur les bébés, etc. Cette étude, on l'attend toujours. La Direction générale de l'offre de soins, donc la DGOS qui appartient au ministère de la Santé, est-ce qu'elle a vraiment lu les rapports? J'ai parfois même des doutes. Un groupe de travail de la Haute Autorité de Santé, donc qui justement permet d'établir les recommandations, les bonnes pratiques, etc. Il y a un groupe de travail qui a été annoncé pour justement travailler sur les critères d'inclusion des patientes en maison de naissance. On en attendait beaucoup. Il a été suspendu. Faute de données. Les données n'auraient pas été transmises entre les ARS, la DGOS, le groupe de travail. Encore une fois, on a un profond sentiment de solitude, avec l'impression que ça n'intéresse pas grand monde dans le monde de la politique. Donc ça, voilà, c'est clairement un frein au développement des maisons de naissance, puisqu'il y en a eu une qui a ouvert depuis la pérennisation en 2022, qui aurait ouvert de toute manière avec un modèle très particulier à Tahiti, donc c'est Tumuora. Et qui est sous expérimentation, qui n'est même pas entré encore dans la pérennisation. Donc ça pose aussi la question des freins. Donc les freins politiques, on en a quand même beaucoup parlé. Et j'étais intéressée d'avoir aussi le retour d'expérience de Jessica en tant que chef de service d'une maternité partenaire sur quelles sont potentiellement aussi les difficultés à accueillir des transferts d'une maison de naissance, à travailler en relation avec des sages-femmes qui ont d'autres pratiques, et peut-être aussi pour Adrien, est-ce que le partenariat médical à votre niveau, dans votre expérience, peut être aussi un frein? Est-ce que ça a posé des questions ou pas? Je parle de mon expérience, effectivement. Je pense que il faut vraiment vivre les choses pour s'en rendre compte. Parce que dans l'absolu, sur le papier, effectivement, accueillir les transferts de la maison de naissance en cas de complications médicales, on se dit on sait faire, on fait ça tous les jours, de l'obstétrique, stagnation, demande de péridurale, hémorragie de la délivrance. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ce changement de paradigme pour la femme, de passer de la maison de naissance avec tous les bienfaits dont on a parlé, du one-to-one, de la prise en charge globale, et l'arrivée en maternité, donc la peur un peu d'arriver en maternité, je pense, elles craignent beaucoup, dans une situation qui la plupart du temps devient pathologique. Parfois, elles demandent juste une péridurale, mais quand même dans la grande majorité des cas, elles arrivent en maternité avec un problème urgent. Donc, soit un problème sur le bébé, soit une hémorragie de la délivrance, donc une urgence maternelle. Et donc, un stress intense qui est sur la maman, le couple. Et donc, la gestion obstétricale de ces situations est beaucoup plus complexe que la gestion de cette même complication au sein de notre maternité. Ça veut dire que les sages-femmes, les obstétriciens qui vont prendre en charge cette femme
vont donner beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie à s'occuper d'une femme qui est transférée de la maison de naissance. Tant sur le plan relationnel que sur le plan médical, des fois aussi parfois quand il peut y avoir parfois un peu de retard, que sur le plan logistique, puisqu'il y a les papiers, les patientes sont transférées, on refait un dossier à neuf. Et donc, clairement, ça demande une vraie solidité de l'équipe de maternité pour pouvoir absorber ces urgences. Et il faut vraiment une équipe solide. Quand on sait la fragilité des maternités aujourd'hui, c'est pas évident. C'est pas juste un claquement de doigts d'accepter des patientes en plus. C'est pas les 100 transferts qu'on a dans l'année. Non, pardon, combien 70, 80. C'est pas 80 patientes en plus en fait. C'est beaucoup plus. Enfin, c'est la gestion de ces transferts, c'est beaucoup plus. Donc l'idée d'effectivement de ce partenariat, de ce travail que l'on fait depuis 2 ans. Alors je dis pas qu'avant il était pas fait. Hein, je sais qu'il existait des critères de transfert, etc. Mais c'est vrai que Première naissance au calme en 2008. Tout à fait. Mais j'avoue avoir voulu beaucoup plus m'immiscer dans ces critères de transfert, de mettre ce cadre très carré dans cette façon de procéder qui a peut-être un peu bousculé vos pratiques parce que du coup, pour homogénéiser ce transfert et avoir un dialogue fluide entre la maison de naissance et la maternité pour que les sages-femmes, les équipes soignantes qui acceptent ces transferts, qui les accueillent, puissent se retrouver sur des bases solides, donc de parler même langage, le partogramme, la façon de gérer une hémorragie de la délivrance. Pour ça, il a fallu rentrer vraiment dans les détails de pratique, alors que vous revendiquez haut et fort votre autonomie médicale, et vous avez raison, vous êtes complètement autonome. Je suis pas votre supérieur hiérarchique, mais pour autant, il a fallu quand même clairement qu'on parle le même langage et qu'on arrive à fluidifier au maximum ces transferts. Et ça a été quand même un vrai travail. Un an un peu difficile, un peu houleux, non pas parce que je pense qu'on voulait toutes la même chose, on voulait toutes que ça se passe bien, mais se mettre d'accord alors que notre façon de faire l'obstétrique est différente et du coup c'est un vrai travail au quotidien. Mais grâce à nos échanges très réguliers, à nos discussions, on y arrive et je pense qu'aujourd'hui, ce partenariat, il est, moi je le ressens comme ça, beaucoup plus fort, beaucoup plus solide du fait qu'on ait réussi à s'accorder et à affiner de plus en plus nos critères d'éligibilité à la maison de naissance, nos critères de transfert, nos modalités de transfert sur les outils de langage et logistique pour transférer les patientes. Et je le disais tout à l'heure à Sidonie sur l'AAD, du fait de cette solidité beaucoup plus forte avec le calme, oui, on peut imaginer d'autres projets et la maternité des Bluets est plus solide pour accepter les transferts et peut-être du coup imaginer quelque chose dont on parle aussi depuis pas mal de temps, une voie de circuit cadré et fléché pour les patientes d'AAD qui souhaiteraient avoir un transfert éventuel au Bluet en cas de besoin de maternité. C'est un peu comme dans la relation entre un couple et une sage-femme, faut créer la confiance, quoi. Je ferai juste une intervention. Moi, je ne suis pas des membres de l'équipe médicale, donc je ne parle pas de ce que je sais. Mais comme on en a parlé récemment, c'est vrai qu'en plus, vous avez fait ce travail quand même avec des pédiatres, des anesthésistes réanimateurs, dont on n'a pas encore parlé pour le moment, mais qu'on a besoin d'associer à cette discussion. Et comme on le disait, en fait, vous avez presque fait un mini-travail de ce qu'on attend de la HAS pour la suite.
je vais quand même pas m'auto-dire ça, mais c'est vrai que j'ai oublié de le dire et c'était vraiment une volonté de ma part dès le départ, c'était d'inclure toute l'équipe, effectivement pédiatre, anesthésiste et sage-femme, parce qu'on est une équipe globale et l'idée n'était pas de faire le truc toute seule et d'avancer toute seule avec le calme si j'avais pas la collaboration de toute l'équipe. Et effectivement, les sages-femmes des Bluets ont été d'un vrai soutien aussi pendant ce travail pour que justement on puisse, voilà, encore une fois, homogénéiser les pratiques entre la maison de naissance et la maternité. Adrien, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, mais je pense qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même l'évaluation qu'il y a eu des maisons de naissance en France montre quand même que le fonctionnement des maisons de naissance en France, de par l'expérimentation qui est quand même très récente, est plutôt très positive. Alors il y a certains points qu'il faut faire évoluer, mais néanmoins, si on compare avec d'autres pays européens en termes de maisons de naissance, par exemple sur la protection périnéale, on est les meilleurs. Et c'est des choses qui nécessitent d'être étudiées, je pense aussi, et essayer de comprendre pourquoi. Et aussi, par contre, sur telle thématique, pourquoi ça flanche? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est lié à une pratique? Mais c'est des choses qui doivent être évoluées et aussi qui doivent être remontées. Et surtout, il doit y avoir cette articulation avec le monde de la recherche. Moi, je suis persuadé que les maisons de naissance peuvent être aussi une influence positive aussi pour les établissements de santé. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs ça aussi à Montreuil où il y a cette envie-là, c'est-à-dire je suis sûr, ils sont sûrs que en ayant cette maison de naissance, ils vont aussi se remettre en question dans leur pratique. Et c'est là aussi la bivalence qui est intéressante. C'est à la fois la maison de naissance de par son propre leadership. On n'est pas soumis on a un fonctionnement qui est quand même autonome, mais néanmoins on travaille ensemble. Et c'est là, c'est comme une maison de santé pluriprofessionnelle. Vous avez votre collègue médecin généraliste à côté, il n'a pas le même métier, mais néanmoins, vous avez un contrat avec lui pour justement travailler et faire en sorte que les usagers soient bien pris en soin. Et c'est là où je pense que tout reste à faire. Il y a besoin d'avoir du coup de l'argent pour le fonctionnement, de l'argent pour la recherche, de l'argent pour qu'il y ait des sages-femmes qui font la recherche. Bref, vous voyez, on a beaucoup besoin d'argent. Je vous propose qu'on termine là-dessus. Mais c'est vrai que dans les faits, je trouve que je pense que aussi bien les maisons de naissance, vous avez un courage incroyable de voir dans ce contexte-là de continuer à travailler sur ce genre de projet. Et aussi, en fait, il faut quand même se dire que les maternités qui accueillent, c'est vraiment important aussi qu'il y ait cette dynamique. C'est un engagement aussi. C'est un engagement aussi. Et ça, il faut aussi qu'on s'en rende compte et que ça soit entendu et que justement, il y ait des éléments positifs qui servent aussi, qui, j'espère, peut-être vont servir aussi dans d'autres structures, d'autres établissements pour avoir cette politique d'essaimage et faire en sorte que l'offre de soins soit beaucoup plus diversifiée qu'elle l'est à l'heure actuelle. Bon, je vous propose de passer aux questions dans le public, parce que vous avez probablement beaucoup de choses à réagir ou à demander à nos intervenants. Je vais faire passer le micro. Bonsoir. J'ai une question. Vous avez beaucoup évoqué ce qui bloque les freins et j'ai envie de savoir ce qui fonctionne à vos différents niveaux. C'est-à-dire, vous, en tant que chef de service, vous avez un projet, voire deux, que vous avez envie de monter. Donc, clarifier un peu quels sont vos interlocuteurs et qu'est-ce qui peut fonctionner. Et à ceux qui sont plus au niveau politique, qui êtes militants, qu'est-ce qui fonctionne en fait dans votre expérience? Alors, quelque chose de positif, parce qu'effectivement, on ne va pas faire que du négatif. Déjà, je dirais que par rapport aux tables rondes qui ont eu lieu au Calme, il y a plusieurs années maintenant, je pense que c'est la première fois qu'il y a au moins 3 obstétriciens dans la salle. Des sages-femmes. Jusqu'ici, je pense que c'était le mieux, tu vois, donc on l'a triplé. C'est vrai. On a la référente périnate de l'ARS qui est dans la salle aussi. On a des sages-femmes. Mais oui, c'est pour ça, vous comptez double. Vous êtes notre double minorité, donc c'est parfait. On a des sages-femmes du réseau. Enfin, tu vois, déjà, ça s'ouvre un tout petit peu plus. Il y a des nouveaux projets qui essayent de se monter. Il y a Montreuil, mais il y en a aussi quelques-uns d'autres. Enfin, ça essaye de bouger. Je pense que
globalement, ce qui reste vraiment à faire, en essayant de rester positif, c'est interpeller les pouvoirs publics. Parce que pour le coup, que ce soit au niveau des maternités, que ce soit au niveau des maisons de naissance, c'est pour globalement toute la périnate que ça bloque. Ça fait 5 ans qu'il se passe, ou 6 ans qu'il ne se passe rien au ministère, ou en tout cas rien de positif, tu vois, qui voit. Et là, c'est à tout le monde ici de prendre ses petites mains, d'écrire à ces élus pour leur demander des comptes sur, pas seulement les maisons de naissance, mais l'état des maternités, sur pourquoi on n'a pas une femme, une sage-femme partout et pour tout le monde. Non, moi, j'allais dire que ça dépend beaucoup des interlocuteurs qu'on a, parce que on avait dire que ce qui fonctionne, c'est ce par quoi on a commencé, c'est-à-dire l'intérêt clinique du one-to-one, l'intérêt clinique de l'accompagnement global. Ça, c'est quand même la base de notre métier. On fait ça pour les femmes, pour la meilleure médecine possible. Et donc, ça, c'est quand même l'argument numéro 1. Et après, et ça va faire la transition avec Florence, c'est qu'effectivement, en fonction avec qui on discute, mais la question économique, elle est, à mon sens, à être centrale dans la discussion, parce que on est tous coincés. On a beau dire de faire le modèle idéal, voilà, mais on reste tous coincés à un moment donné sur le modèle économique, et donc, à mon avis, c'est ce qui permettrait de débloquer la façon de voir les choses. Ouais, je dis juste un petit mot, effectivement, du point de vue politique. Moi, j'ai pas beaucoup encore d'expérience, mais depuis que je milite pour le collectif, je trouve qu'il y a 3 arguments qui pèsent très fort. Alors, le premier, France, je pense, approuvera, c'est la demande des usagers. Moi, je remets tout le temps en avant le sondage Ipsos de 2020 qui avait réussi à être financé, qui avait montré qu'une femme sur 5 souhaitait accoucher en maison de naissance. Ça, je pense, c'est l'argument qui a le plus de poids. Et j'en profite pour faire une parenthèse. J'ai oublié de vous dire que je suis venue avec des courriers types à envoyer aux élus locaux, que je vais vous mettre. Il y a plus qu'à mettre l'adresse, trouver une enveloppe, un timbre, mais on a tout écrit pour vous, et donc on les met sur la table dehors, parce qu'effectivement, il y a que ça qui fonctionne a priori. Le deuxième argument, c'est le benchmark international que Adrien a cité tout à l'heure, dire que la France est complètement en retard, et on a réussi à mettre les chiffres à jour. Je sais pas si Charline est là, mais avec l'aide de plusieurs militants de l'association, on a réussi à retrouver des chiffres un peu à jour sur le nombre de maisons de naissance à l'étranger. Et juste un chiffre que j'ai trouvé, en Allemagne, il y a une maison pour 7500 accouchements. En France, on est à une maison pour 90 000 accouchements. Donc, il y a de la marge de progression, quoi. Et le troisième argument, moi, je rejoins totalement docteur sur ce point, c'est le modèle économique. Moi, j'ai travaillé à Bercy et je trouve que quand je suis arrivée dans l'association, je me suis dit qu'il fallait que je mette à profit mes compétences de techno sur les maisons. Je pense qu'il faut pas avoir honte de dire haut et fort que les maisons, ça coûte moins cher que les maternités, et qu'en fait, il y a une vraie vision globale à avoir. Tout à l'heure, Marjolaine, tu citais le rapport d'Olivia Plaisant sur le coût en maison de naissance. Et alors, quand je me suis replongée dedans, je pense que c'est en fait, entre guillemets, pire que ça, ou mieux que ça. C'est-à-dire que Olivia a montré qu'en matière de fonctionnement, ça coûte pas plus cher que dans une clinique privée, et ça coûte un peu moins cher qu'en milieu hospitalier. Mais je pense qu'il faut faire c'est un travail qu'il faut qu'on fasse collectivement, hein. Je pense que si on prend la vision d'ensemble, si on regarde l'investissement que demande une maternité par rapport à une maison de naissance en matière d'équipement médical, d'installation, etc., c'est évident que la maison de naissance coûte moins cher. Et donc ça, c'est sûr que malheureusement, par les temps qui courent, c'est un argument qui pèse. Voilà. Juste pour rebondir sur ce que disait Adrien tout à l'heure sur le coût des accouchements, effectivement, le coût de l'accouchement, l'acte d'accouchement, c'est 313 €, mais parce qu'il a été pensé à la base pour les gynécos qui travaillaient en clinique et qui viennent au moment de l'accouchement. L'accompagnement global, il n'a jamais été pensé par les pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, les sages-femmes qui font de l'accompagnement global, elles travaillent bénévolement. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas payées pour la surveillance du travail, pour le postpartum, peu importe le nombre d'heures qu'elles passent. Et on a eu des négociations avec l'assurance maladie dessus, et ils jouent un peu le panou-panou, ce qu'on appelle, avec le ministère. C'est-à-dire que la Sécu dit bah non, on va pas, c'est pas à nous de payer ça, c'est au ministère. Le ministère dit bah c'est pas nous, c'est la Sécu. Donc les dernières négos qu'il y a eu sur les maisons de naissance, justement, ils ont dit ok, on va donner un petit forfait pour la surveillance du travail, mais on va pas payer l'astreinte des sages-femmes parce que c'est au ministère de le payer. Sauf que le FIR, ça se termine. Donc voilà, c'est c'est ça. Donc ça, c'est un peu compliqué de négocier avec les pouvoirs publics parce que c'est pas une vraie volonté pour l'instant, et que je pense que la prochaine révolution, oui, on a essayé par les professionnels, ça marche pas, et je pense que la prochaine, elle viendra des usagers. Non, même pas, ok.
par rapport à la tarification, par exemple, quand on a visité avec Camille la maison de naissance, je trouve plus le nom, Mercantine, merci. En fait, à Londres, en fait, eux, ils ont une tarification qui va déterminer la phase de latence, la phase active, l'expulsion. Et donc, pour ceux qui connaissent pas voilà, en gros, il y a plusieurs stades dans le travail et dans l'accouchement, et en fait, qui sont plus ou moins définis. Et pour le coup, ils ont un acte à chaque stade du travail, alors que nous, en fait, on n'a pas du tout de tarification sur tout le suivi de travail qui peut durer des heures, des longues heures pour celles qui ont vécu ça. Et donc, c'est vrai que là, il y a tout à revoir aussi sur la façon dont on négocie avec la CNAM, à peut-être aussi à trouver d'autres formules économiques pour faire valoir justement tout ce suivi et cette plus-value one-to-one. Il y a aussi le problème des accouchements qui sont pas assez bien rémunérés, des hôpitaux qui sont pas assez rémunérés et qui du coup ils doivent aussi avoir une maternité, c'est jamais rentable, hein, tous les services de maternité sont à perte, donc ils ont besoin de faire des accouchements pour limiter la perte et ils ont aussi besoin du nombre d'accouchements pour pas fermer. Donc c'est un peu un combat de tous les côtés, quoi. Juste là on est en plein dans la modélisation économique et je trouvais ça intéressant de vous faire partager quelques chiffres. En fait, pour vous donner une idée, le suivi global, donc c'est-à-dire le suivi de la grossesse, l'accouchement et le postpartum avec des consultations étoffées en postpartum, hein, on est sympa. La sécurité sociale, elles vont payer les sages-femmes 1 317 € pour tout ce suivi global. C'est ce que donne la sécurité sociale. Donc avec l'astreinte, avec le postpartum, avec le suivi du travail, ça c'est la tarification actuelle en vigueur, quoi. Merci pour ces chiffres. Je reviens sur la question des arguments qui fonctionnent et donc moi je suis usagère, j'entends fort l'appel de les usagers, ça passera par vous, mais je voudrais revenir sur la partie des sages-femmes en fait. En vous entendant, j'ai regardé du coup des chiffres, donc vous êtes un peu plus de 23 000 à exercer, j'avais aucune idée de ce chiffre-là. Et il y a autre chose qui m'a choquée, donc il y a une étude de la DREES, je sais pas vous dire qui c'est, mais c'est eux qui sont cités. Dresse, oui. Enfin, le détail, je saurais pas dire, qui disait que l'avenir de vos métiers d'ici à 2050, c'est 1% en structure hospitalière, 70% en libéral. Et donc, ma double question, c'est comment est traitée la question, vous avez parlé d'attractivité du métier, de burn-out, de risque, etc. Est-ce que ça, c'est pas un argument auprès d'autres acteurs pour faire évoluer le modèle de santé? L'attractivité des sages-femmes, c'est une vraie question qu'on se pose au quotidien dans les maternités. On se l'est même posé avec Madame Krenebert lors d'une réunion il y a quelques mois. Et c'est vrai que cette question de l'accompagnement global et du one-to-one est un vrai pôle attractif pour les sages-femmes. Encore faut-il qu'on puisse le réaliser. C'est quelque chose qu'on pense, enfin en tout cas à notre échelle d'un établissement de santé, en essayant de trouver à la fois un juste équilibre entre le nombre nécessaire de sages-femmes en salle de naissance, en hospitalisation, et donc de garder les effectifs et de faire une gymnastique encore une fois de planning pour aussi offrir des projets qui plaient aux sages-femmes, puisqu'aujourd'hui les sages-femmes, je parle en votre nom, mais elles veulent plus faire que des accouchements en fait. Et aujourd'hui les sages-femmes, elles veulent faire de la gynécologie, de l'échographie, de l'orthogénie, même elles ont l'habilitation de pouvoir faire des IVG, des aspirations au bloc opératoire. Il y a tout un tas de projets qui peuvent être monter à l'hôpital pour attirer les sages-femmes à l'hôpital en maternité et leur donner satisfaction dans leur quotidien. Mais c'est une vraie gymnastique d'arriver à mener ces projets tout en gardant les effectifs dans les services où on peut pas diminuer le nombre de ressources. Si on diminue à 3 notre nombre de sages-femmes en salle de naissance au lieu de 4 pour pouvoir mettre une sage-femme sur les vulnérabilités, par exemple, on va créer des déficits dans un coin et on va satisfaire d'autres personnes. Donc c'est quelque chose, c'est quand même une gymnastique au quotidien, mais en tout cas avec le
le cadre sage-femme des Bluets, c'est quelque chose qu'on essaye de penser pour attirer les sages-femmes, pour garder nos sages-femmes, pour faire revenir des sages-femmes. Voilà, pour l'instant, je touche du bois. Montreuil nous a pas tout piqué. On en a encore. Mais voilà une des pistes que nous on travaille pour essayer de garder les sages-femmes. Mais je sais que les maternités parisiennes sont en grosse souffrance de partout. Donc voilà. Il faut aussi chercher à comprendre pourquoi les sages-femmes veulent moins faire de naissance en salle de naissance, en maternité. Parce que c'est quand même le cœur de métier des sages-femmes. Et je pense que beaucoup de sages-femmes sont venues à ce métier pour accompagner les naissances, pour soutenir les femmes dans ce moment-là. Et ça pose vraiment question que la moyenne d'âge, il me semble, d'une sage-femme en salle de naissance, c'est 7 ans. C'est-à-dire que... Il y a aussi un changement de paradigme, c'est qu'avant, l'évolution professionnelle d'une sage-femme à l'hôpital, c'était j'étais sage-femme en salle et puis ensuite je deviens cadre. Aujourd'hui, quand on voit les évaluations qu'on a fait sur tout ce qui est professionnel, c'est plus du tout la dynamique aujourd'hui. Ce qu'ils souhaitent, c'est accéder à avoir un statut bien appartenant ou pourraient, pourquoi pas, en même temps que leur exercice clinique, avoir un exercice libéral ou à la fois avoir un exercice libéral et un exercice de recherche ou autre chose. Et c'est vrai que cette diversité, cette possibilité, ces possibilités de parcours professionnel aujourd'hui sont quand même absolument impossibles. Et c'est là où il faut revoir le fonctionnement, encore une fois, et aussi, faut savoir qu'aujourd'hui, dès l'année prochaine, on part sur 6 années d'années d'études, quand même. Et donc, on va pas demander à des jeunes qui s'insèrent dans un cursus monétique de 6 ans de travailler comme on fait à l'heure actuelle en suite de couche. Il y a tout un modèle à revoir sur nos compétences en pédiatrie, comment on les assume, comment on les organise. Bref, c'est tout ça qu'il faut absolument revoir et aussi en fonction aussi des problématiques de démographie médicale qu'on a à l'heure actuelle. On voit bien aujourd'hui, il y a des maternités qui ferment. C'est aussi parce qu'il manque de professionnels et pas que de sages-femmes. Et donc, c'est comment on reformule le rôle de chacun. Et tout ça en bonne intelligence, sans guérilla corporatiste. Ça nous changerait parce que pour le coup, encore à l'heure actuelle, c'est quand même souvent le cas. Mais je pense que aussi, ce qui va changer, c'est aussi la vision. Enfin, je pense. Il y a de ça 10 ans, les inégalités entre les femmes et les hommes étaient clairement pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ça, c'est grâce à des combats féministes. Grâce à ces combats-là, on arrive enfin à porter des sujets qui touchent à la santé des femmes comme un sujet prioritaire de santé publique. Et c'est là où je pense que les combats féministes à l'heure actuelle, même les plus radicaux, peuvent servir aussi la cause pour justement faire comprendre aux politiques que ça y est, ça suffit, quoi. La domination masculine, ça suffit, on revoit les choses et il faut considérer la santé des femmes comme un élément prioritaire. Voilà. Il faut que ce soit un mec qui dise ça. Merci beaucoup. On va bientôt conclure. On va peut-être prendre encore 3 questions dans le public et puis après, on va aller manger. Pour rebondir sur ce qui marche, je pense qu'on n'a pas trop parlé de femmes en fait dans ce débat. Et je voulais dire que ce qui marche, ce sont les livres de Lucie Gomez. Voilà. Je parle pas en mon nom parce que je n'ai pas eu la chance d'avoir ces livres au moment de mes accouchements. Mais je les donne à toutes les femmes qui n'ont pas de préparation suffisante, qui s'y prennent un peu tard. Et c'est vraiment un outil merveilleux. Et je tenais à remercier. Exactement, en fait, ce sont des outils très concrets et très pas chers, parce qu'on parle beaucoup de budget et des problématiques autour de l'argent. Donc voilà, pour une vingtaine d'euros, en fait, on peut se préparer en un week-end pour accoucher en toute puissance. Et merci beaucoup pour ça. Voilà. Bonsoir. Et moi, je voulais rebondir là-dessus, justement, pour savoir si vous comptiez continuer à faire d'autres bandes dessinées pour interpeller encore plus sur ces questions-là, pour essayer que tout le monde soit encore plus sensibilisé à ces questions-là. Voilà.
Et merci beaucoup pour votre travail. Mais merci beaucoup pour ça. C'est vraiment très touchant et ça me. Merci beaucoup. Ça me j'ai presque exagéré quand même, mais ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a encore énormément de choses à dire sur les sujets qui touchent à la parentalité, au corps des femmes, et voilà, il faut vraiment que je canalise et que je fasse des rencontres et des choses qui me permettent de savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent de faire, mais je vais pas m'arrêter là, c'est sûr. Surtout pas après avoir entendu des choses comme ça. Moi, j'ai une question pour le docteur Dahan. Je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure d'une bonne relation entre les différents professionnels, le couple maman, sage-femme, etc., la confiance qui s'installe, etc. Dans le cadre de cette confiance, et justement pour savoir ce qui se passe dans les maisons de naissance, est-ce que vous avez prévu des stages des étudiants en médecine, en fait, juste qui viennent voir ce qui se passe en maison de naissance, ou des stages d'observation de médecins déjà en place en maison de naissance, de venir voir comment se passe le suivi, comment se passent les accouchements, comment se passent les décisions de transfert. Merci. Merci. Alors aujourd'hui, c'est pas prévu dans le cadre des études de médecine ni dans le cadre du diplôme d'études spécialisées des gynécologues obstétriciens. Donc il y a rien d'organisé sur ça et honnêtement, on est en tant que gynéco-obstétricien pas très bien formé à la physiologie, on peut le dire clairement. On apprend la physiologie en même temps qu'on apprend la pathologie, c'est-à-dire sur le terrain en essayant de faire quelques accouchements physiologiques avec les sages-femmes pendant le premier et le deuxième semestre, en même temps qu'on apprend à faire des extractions instrumentales et des césariennes. Donc, on n'est clairement pas formé à ces signes si subtils que tu décrivais, Sidonie. Ouais, mais nous encore moins. Et pourtant, on a le double d'années d'études. Donc ça se pourrait et ça serait génial que ce soit quelque chose d'officiel. Alors, il y a quand même une volonté de former à la physiologie dans l'idéologie. Les internes ont des cours théoriques. On a au sein des maternités, surtout quand on accueille des jeunes internes, on leur demande d'être avec les sages-femmes de maternité pour se former à ça. Alors tout particulièrement au Bluet, puisqu'on a la maison de naissance à Collé, on est les seuls qui pourraient donner cet accès à la maison de naissance. Alors c'est quelque chose dont on parle. Ouais, je vais vous laisser la parole parce que c'est quelque chose dont on parle, dont on a parlé depuis 2-3 ans que je suis arrivée, et on était tous d'un commun accord pour dire que ça serait bien de le faire. Alors, on s'est concentré sur les internes plus que sur les externes, parce que les externes, bon, ils seront pas tous dans le métier plus tard, et déjà si on arrive à former les internes, ce serait déjà très bien. Après, il y a encore une fois, il y a la contrainte des missions des internes qui ont rarement du temps libre, donc il faut réussir à pousser le temps, à pousser les agendas pour leur mettre au sein de leur planning global pour participer aux soins de la maternité. Mais honnêtement, c'est faisable. Ça n'a pas été notre priorité ces derniers temps. On s'est concentré sur les sujets prioritaires, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut qu'on remette à l'ordre du jour, surtout que ça intéresse les jeunes internes. Les jeunes internes qui arrivent là, moi, ces 3 dernières années, elles ont une autre approche. Et d'ailleurs, bon, si elles viennent au Bluet, c'est peut-être pas pour rien non plus, mais elles viennent avec cette attente d'apprendre la physiologie, d'être au plus près des femmes, d'avoir cet accompagnement bienveillant. Il y a les mentalités qui changent, même au sein des étudiants en médecine et au sein de l'internat. Et donc, effectivement, il faut les prendre au berceau, il faut les prendre premier, deuxième semestre, parce qu'après, c'est plus dur. Mais nous, on les a en socle, on les a en 3e, 4e semestre. Donc, effectivement, il faut qu'on se bouge pour le mettre en place. Et du coup, je te le passe juste après. Quelque chose qui marche, alors c'est l'inverse, c'est nous, représentants d'usagers, qui allons dans soit donc des écoles de sages-femmes, soit à Paris intervenir auprès d'internes d'obstétrique, enfin de gynécologie obstétrique. Et donc là, pareil, comme tu dis, avec les plus jeunes, quoi, 1er, 2e semestre, pour leur apporter des témoignages de femmes et leur parler du vécu des femmes. Et ça, on voit
que ça change. Ça fait, je sais plus, 7 ans maintenant, que année après année, ça modifie leur manière d'écouter et de voir les choses. Alors moi, je suis Charlotte Redon, je suis une des sages-femmes du Calme. Et en fait, j'entends tout à fait ce que tu dis, Jessica. Et pour l'avoir dit des fois à mes collègues, et je vais parler en mon nom, bah, je te propose que la prochaine naissance, tu viennes avec moi. J'y pensais depuis un moment. Si les femmes sont d'accord, bien sûr. Il y a des pays où les médecins ne font pas d'accouchements normaux du tout. C'est la chasse gardée, c'est réservé aux sages-femmes, mais c'est très bien, c'est pas un souci. Et où les étudiants, on leur apprend l'accouchement normal, mais il est enseigné par les sages-femmes, et c'est quelque chose qu'ils ne font pas. Ce n'est pas une obligation. C'est bien de voir, je suis d'accord, mais c'est pas une obligation. On peut se répartir le boulot. C'est dans un souci. Donc moi, ça fait un peu plus d'1 an que je suis au Calme. Oui, pardon. Ça fait depuis 2016 que je suis au Calme en tant que sage-femme d'appui et depuis un peu plus d'1 an que je suis sage-femme AGN. Et donc j'ai suivi toutes ces discussions qui ont été houleuses, certaines fois entre toi et moi d'ailleurs directement. Et en fait, je pense que cette histoire de confiance que Marjo explique très bien et dit très bien, je pense qu'en fait, elle va passer par la connaissance de la manière dont on travaille. Et je pense qu'il y a tout un paradigme dont tu parlais d'ailleurs, qui existe chez les femmes entre le paradigme qu'elles vivent chez nous et celui qu'elles vivent quand elles arrivent chez vous, que nous, notre sentiment, c'est un sentiment d'incompréhension parce que vous ne connaissez pas notre paradigme. Alors qu'à contrario, je me permets de dire, moi, en ce qui me concerne, mes collègues pourraient dire quelque chose de différent, mais moi, j'ai travaillé 10 ans en niveau 3. Donc, en fait, le paradigme de l'hôpital, je le connais. Je peux dire que je le connais, et en plus dans une grosse maternité avec des grosses pathologies, etc. Mais je pense que l'inverse n'est pas vrai, et je pense que toutes ces situations d'incompréhension et de tension sont dues en grande partie à ça. C'est pour ça que ma proposition est très sérieuse. Alors, levez la main pour les questions. On va terminer très très bientôt. Oh, parfait. Une dernière question pour... Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais simplement vous remercier les sages-femmes pour cet accompagnement global et une femme, une sage-femme, et préciser quand même que en tant que doula, on accompagne de nombreuses familles, de nombreux couples qui sont suivis merveilleusement par leur sage-femme au Calme ou à domicile, et qui bénéficient d'une écoute émotionnelle justement et d'un temps très important accordé aux patientes. Et pour autant, la présence des doulas auprès de ces familles souvent est vécue comme un grand bénéfice pour elles, simplement pour rebondir aussi par rapport au manque de temps des sages-femmes sur l'écoute. Je trouvais que c'était important aussi de rappeler que justement aussi avec le Calme, on travaille très bien ensemble justement grâce à cette connaissance et des paradigmes différents dans lesquels on est. Voilà. Merci beaucoup. Il y a un mot de la fin autour de la table ou pas? Que Montreuil vive. Merci à vous tous. Merci pour votre temps ce soir et pour ces échanges. Merci beaucoup à l'équipe des Smarties pour leur organisation incroyable. Et merci à Anne Fontaine qui est en cuisine en train de dresser les plats pour vous attendre. Voilà. Très très bonne soirée.